Bah, LCI Tout Info, suite, on va continuer à suivre cette visite d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui déjeune en ce moment au salon de l'agriculture. Isabelle Véramasson vient de nous rejoindre. Bonjour. Et William Tay, bonjour, responsable du think tank Le Millénaire, nous a également rejoint. Commentaire, alors au global, je m'adresse déjà à vous deux parce que vous venez de nous rejoindre. On a entendu Bastien Auger, qui suit cette visite, nous dire que, somme toute, l'accueil avait été plutôt bon enfant. Il n'y avait pas eu de sifflet, ou alors on ne les a pas entendus. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui était sur LCI tout à l'heure, nous disait c'est une réussite. Bon, c'est peut-être un peu des éléments de langage, mais l'ambiance est mitigée, reconnaissait-il. Le monde agricole souffre, c'est ce qu'il nous a dit, mais Emmanuel Macron a rassuré ses agriculteurs en parlant notamment de la PAC et de l'utilisation des pesticides. C'est de la méthode Coué, ou bien est-ce que, d'après ce qu'on a pu voir, effectivement, ça se passe plutôt bien et Emmanuel Macron rassure? Alors, en général, ça se passe quand même plutôt bien. Il y a quelques sifflets de temps en temps, mais la journée n'est pas finie, donc on va voir. Mais c'est vrai que lorsque Emmanuel Macron sort en ce moment, il y a quand même pas mal de dossiers qui sont chauds. La question des retraites, évidemment, de manière générale. Mais il faut bien dire, pour les agriculteurs, cette réforme des retraites serait plutôt positive. Donc là, il est quand même dans un contexte à ce niveau-là plus agréable. Pour les gilets jaunes, on ne sait pas très bien l'investissement du monde de la campagne. Enfin, à propos, c'est un peu mitigé. En revanche, il y a toujours la question d'écologie. On le sait, la question d'écologie, c'est à la fois, comment dire, la question centrale pour un agriculteur, et c'est pourtant souvent au nom de l'écologie, de la question de l'environnement, que les agriculteurs se sentent le plus attaqués. Il faut ajouter à cela la question des véganes et de tout ce qui tourne autour du refus de manger, de vivre à partir des animaux, avec des gens qui sont extraordinairement agressifs. Donc tout d'un coup, ce monde paysan qui est de plus en plus réduit. On le sait, j'ai entendu un jour un chiffre il faudrait voir s'il est totalement vrai, mais il est quand même intéressant. Il y aurait plus de personnes dites handicapées, que de paysans. Je veux dire, donc on voit bien que ce monde qui était, ça prouve qu'il y a beaucoup évidemment, ce monde qui était majoritaire jusqu'en 64, est devenu presque pratiquement marginal. Et pourtant, ce sont évidemment les paysans qui fondent l'identité française. Nous sommes un peuple de paysans depuis encore une fois. C'est assez récent. C'est le monde qui nous nourrit, et c'est le monde qui est un monde attaqué, puisque Emmanuel Macron l'a bien dit et redit, la question de la transition écologique, la question du climat sera au cœur de la deuxième partie de son septennat. Concernant quelques chiffres, il y a 437 000, parce que vous faisiez le parallèle entre le nombre d'agriculteurs et personnes handicapées en France, ça c'est une statistique que je découvre un petit peu, et 437 000 exploitations. Alors on peut être plusieurs aussi par exploitation. Oui, il y a 1 million. Et 12 millions de handicapés. Ça, il doit y avoir 10 millions Bon, voilà pour le chiffre. Je veux dire, quand pour un pays aussi paysan que le nôtre, c'est toujours tout à fait fascinant de voir que ces paysans deviennent une minorité. William Tay. La visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture est un passage obligé maintenant, depuis c'est un peu un totem qu'a mis en place Jacques Chirac. Ça fait longtemps. Et ensuite, sur la question de la crise sociale, en fait, si on faisait un salon de l'industrie, par exemple, on aurait pu parler des mêmes problématiques, la problématique du revenu, la problématique de l'emploi, la problématique de la compétitivité hors coût et la compétitivité coût. C'est tous ces problèmes-là qui se retrouvent. Et tous ces problèmes se retrouvent en fait sur un choix stratégique que nous avons fait d'un point de vue politique économique, c'est d'abaisser et de contraindre les coûts pour favoriser le consommateur. Si on prend un exemple, c'est qu'il y a 40 ans, on dépensait 40% de revenus sur la nourriture, et maintenant on est tombé à 14%. C'est une profonde mutation, et les agriculteurs aujourd'hui, et c'est pour ça que ça traverse au-delà de notre frontière nationale, c'est également un enjeu européen, parce qu'actuellement Emmanuel Macron est dans les négociations vis-à-vis de la PAC, il doit essayer de maintenir le budget de la PAC qui est plutôt favorable aux agriculteurs français, et il doit affronter à la fois les enjeux nationaux, qui est la crise du monde agricole au niveau national, et également porter ces enjeux-là au niveau européen, qui portent sur la question de la concurrence, de la compétitivité et du modèle stratégique que nous devons adopter. Et on sait qu'il y a eu un échec à Bruxelles, sommet européen. Les 27, parce qu'il ne faut plus dire 28, maintenant les 27 se reverront bientôt. Entendez la colère du monde agricole. C'est par cette phrase que le chef de l'État a été accueilli ce matin lors de ce salon de l'agriculture.
Entendez la colère du monde agricole, Monsieur le Président. Entendez-le. C'est pas non seulement cette semaine qu'il faut l'écouter, mais c'est tout le temps. Entendez-la. Je sais ce que vous dites et je le partage. Et rassurez-vous, notre présidente le sait, je n'écoute pas et ne m'occupe pas du monde agricole uniquement la semaine du salon. Hein. C'est vous qui nourrissez depuis des décennies les Françaises et les Français. Et on a besoin, moi je veux une agriculture forte parce que je veux savoir d'où vient ce qu'on mange et je pense que les Françaises et les Français aussi. Et on va ajouter ce sondage Odoxa pour Le Figaro. 80% des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron ne soutient pas assez les agriculteurs. Voilà, on a tout mis sur la table. Parole de président, et puis l'agriculteur, et puis ce sondage auprès d'un 80% des Français trouvent que le président n'en fait pas assez pour les agriculteurs. C'est impressionnant, c'est un nombre considérable. Ils n'ont pas tort d'ailleurs. Peut-être que 80% des Français devraient se demander ce qu'ils font eux-mêmes pour les agriculteurs, c'est-à-dire absolument rien. Le salon de l'agriculture, qui reçoit traditionnellement la visite du président de la République, ça devrait être, et c'est censé être, la fête de l'excellence. Les meilleurs produits, les plus beaux animaux, et donc le moment de gloire. Le moment de gloire de cette paysannerie, de ce monde rural qui est tellement attaché à l'histoire de France et auquel nous sommes censés aussi être tellement attachés. Et puis que disent les agriculteurs ? Ils disent qu'ils sont malheureux. Ils disent qu'ils sont, que leur monde, que leur univers est malade à tout point de vue, malade psychologiquement, moralement et matériellement. Les paysans ou les agriculteurs, je ne sais pas comment dire, ça se dit plus paysan. Les agriculteurs, c'est un beau mot pourtant. C'est un beau mot, oui. Les agriculteurs disent que l'État les abandonne lorsqu'ils concluent des traités de libre-échange qui font venir des produits de mauvaise qualité qui les concurrenceront. Les agriculteurs sont particulièrement malades ces jours-ci, puisque le président n'a pas pu faire prévaloir leur défense auprès de ses partenaires de l'Union européenne. Et puis plus fondamentalement, les agriculteurs constatent qu'en effet, ils nourrissent la France, qu'ils ont fait de considérables efforts de modernisation et de productivité, à la demande générale, à la demande des gouvernements, et ça leur était présenté comme l'objectif qu'il fallait atteindre, et que pour autant, ni les prix auxquels ils vendent leurs produits, ni les revenus dont ils bénéficient finalement, ne sont décents. Est-ce que c'est au profit des grandes surfaces ? Est-ce que c'est à cause de la concurrence d'autres puissances agricoles européennes, notamment l'Allemagne par exemple, et les Pays-Bas, le Danemark ? Le fait est qu'à l'heure actuelle, les agriculteurs touchent, bénéficie n'est pas le bon mot, touchent des revenus qui sont tout simplement indécents, puisque on nous dit que c'est 350 € par mois qui constitue le revenu moyen d'un agriculteur en France. Ouais, entre 350 et 700 selon la filière. 760 s'il est retraité. Ouais. Et la promesse qui avait été faite, m'a-t-il semblé, il y a quelque temps, de porter le niveau minimal de la retraite d'un agriculteur à 1 000 €. Le président est revenu dessus. Dans le détail, ce ne sera pas aussi simple. Pour certains qui auront leurs 43 années, ce sera possible. Pour les autres, non, ils resteront en dessous de 1 000 €. On va revenir sur cet aspect parce que le président de la République a été interpellé sur le dossier des retraites globalement et puis la retraite des agriculteurs. Avant que vous réagissiez, quand vous dites on n'en fait pas assez, nous Français, parce que c'est une question qu'on doit légitimement se poser, il faudrait accepter de payer notre nourriture plus cher et acheter français ? Non, c'est ça ? Naturellement. Et attendez, et d'une autre manière, les agriculteurs, ils étaient des millions il y a quelques années, il y a 50 ans. Des millions, et ils pesaient électoralement, c'était une puissance, donc on les ménageait. À l'heure actuelle, ils ne sont plus que 450 000, ils sont très largement, ça représente 1% du corps électoral. Et donc, c'est normalement, si on voulait défendre les agriculteurs, au gouvernement et aux parlementaires et à l'opinion qu'il faudrait pousser pour qu'ils touchent des revenus décents par rapport à leur travail et à ce qu'ils fournissent. Bon, et peut-être accepter de payer un peu plus cher notre nourriture pour ceux, même s'il y a un problème de pouvoir d'achat en France. Enfin voilà, mais on peut peut-être faire des arbitrages. Et dernière chose, peut-être aussi faudrait-il les défendre contre la libre concurrence de gens qui ne produisent pas une qualité équivalente et qui inondent notre marché alimentaire de leurs produits. Voilà, c'est les critiques sur le CETA et le Mercosur à venir. Et sur l'Union européenne. Mais parce que alors, deux choses là-dessus sur la question de l'Union européenne dans cette affaire.
Alors, on se retrouve avec un budget, si on regarde le budget européen, mais on va relier les deux. Alors là, le budget européen se retrouve diminué parce que les Anglais sont partis. Donc, une partie des États européens veulent maintenir un budget plus faible. Et en maintenant ce budget plus faible, évidemment, la PAC va en pâtir. Et la France, tant bien que mal, essaye de maintenir la PAC à un certain niveau. Bon, si on regarde juste un mot sur ce budget européen, d'où viennent ces recettes? Il ne peut pas emprunter, puisque les traités européens sont très clairs, il doit être toujours en équilibre, ce budget européen, donc il ne peut pas être en déficit, les traités l'interdisent. Donc il vient des recettes de l'État, des recettes de l'Union européenne. Par exemple, les recettes de l'Union européenne, je vous donne un exemple, viennent des droits de douane. Alors là, on vient de signer et ratifier un traité avec le Vietnam, et donc je lisais un document de la Commission européenne qui expliquait qu'à l'horizon 2035, il va y avoir une perte de recettes pour l'Union, c'est-à-dire environ 1,7 milliard d'euros au titre des droits douaniers qui ne reviendront plus puisqu'on va les faire disparaître. Eh bien, comme on n'arrête pas de faire des traités de libre-échange, on fait avec Singapour, avec le Vietnam, avec le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tout ça c'est en cours ou c'est déjà fait. Donc les recettes se réduisent de plus en plus, d'une certaine façon. Les États veulent de moins en moins contribuer. Il y a une concurrence malsaine entre États européens à tous les niveaux, entre les différents États agricoles, aux manières fiscales, matières sociales. Donc ce qui fait que tout ce qui relève d'une logique commune, et la PAC en était le symbole, évidemment, se retrouve emporté dans la tourmente inévitablement. Et le problème se situe encore une fois au niveau européen. Et M. Macron, le bilan, je le répéterai jamais assez, de M. Macron depuis le début de son quinquennat en matière européenne, que ce soit en matière agricole ou autre, reste très modeste pour ne pas dire mauvais. Parce qu'il y a quand même... sur qui Emmanuel Macron peut-il s'appuyer pour défendre sa vision de l'Europe? Parce que c'est assez juste ce que vous disiez. Ce qu'on a pu remarquer là à Bruxelles, c'est que chacun voulait contribuer mais recevoir la même chose. C'est-à-dire, ça rappelle un peu Thatcher, I want my money back. Oui, non, c'est plus... Là, l'Europe est en train la vision d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle a échoué? Non, mais la vision d'Emmanuel Macron, elle est handicapée par une Angela Merkel qui, pour l'instant, les grands projets de Macron pour l'Europe, elle en veut pas tellement, elle est en fin de carrière, elle a pas trop envie de se bouger. Et il l'a dit là récemment, il a dit oui, moi je suis très impatient, en disant à Angela Merkel, bon bah écoute, dépêche-toi, moi j'aimerais bien porter des projets d'ambition pour l'Europe. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tellement de répondants de la part de l'autre partenaire du couple franco-allemand, qui est quand même un des moteurs de l'Europe. Donc pour l'instant, je vois pas trop où ça va aller. Mais pour revenir aux agriculteurs, moi je pense que le problème de l'agriculture depuis maintenant trop longtemps, enfin depuis des dizaines d'années, c'est qu'on a balancé en fait les agriculteurs dans la mondialisation capitaliste, dans le libre-échange, dans la libre concurrence, et on a croisé les doigts en se disant bon bah on va espérer qu'ils s'en sortent et on va espérer qu'ils aient de quoi vivre, qu'ils puissent continuer à produire de la nourriture et convenablement et à vivre dans la dignité. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'ils se sont fait écraser par les grands distributeurs, par les Bayer, Monsanto et compagnie qui vendent les pesticides. Et ils sont complètement... Alors, on leur a dit à Emmanuel Macron, Didier Guillaume, etc., on leur a dit oui, mais vous inquiétez pas, on va se battre sur la PAC, on va se battre pour la PAC. Le problème, c'est même pas la PAC. Enfin, je veux dire, ils pourront toujours essayer de sauver la PAC et de garder la PAC en fait au même niveau que ça l'était entre 2014 et 2020 et garder le même niveau pour 2021, 2027. Ils peuvent toujours essayer de faire ça. Le problème, c'est que maintenant, je pense que sur la question de l'agriculture et des agriculteurs, il faut commencer à penser en dehors en fait, du cadre qui a été établi pendant ces 50 dernières années, si on veut sauver la façon dont on imagine à la fois nos agriculteurs, mais plus largement notre monde paysan. Il faut commencer à dire, bon bah, on prend un agriculteur, on regarde de quoi il a besoin pour vivre déjà, et ensuite pour élever correctement sa vache ou faire pousser correctement son blé, et partir de ça pour constituer un modèle économique plus général, national ou européen, qui puisse être viable. Parce que si on prend toujours comme référent le cadre en fait, qui nous a amené dans le mur, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Bon, moi, justement, c'est un peu, sans le vouloir, sans que ce soit fait exprès, proposer une solution. C'est quand même la transition écologique. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas là une chance, ça a été beaucoup dit de manière générale sur l'économie, est-ce qu'il n'y a pas une chance pour les agriculteurs de changer complètement de modèle? C'est-à-dire que ne pas considérer que c'est une punition de se débarrasser des pesticides, du glyphosate, etc., et des cultures
et de l'agriculture extensive, mais au contraire de modifier notre rapport à la nourriture, notre rapport à la manière de faire pousser des plantes, les fleurs, et d'élever les animaux, puisqu'on le sait, et on mange trop de viande, on ne consomme pas bien. Donc je crois que l'avenir, et c'est pour ça que les agriculteurs et les paysans sont angoissés, et on les comprend. En même temps, il y a dans l'hypothèse écologique, dans l'exigence climatique, dans l'exigence écologique, il y a, à mon avis, de l'espoir pour eux, puisqu'ils devraient refonder un projet qui serait un projet qui leur permettrait de mieux gagner leur vie, de préserver leur santé. Ce sont quand même les premiers qui sont attaqués par la question des pesticides. Et puis de se réconcilier avec la population, parce qu'on oublie les scandales sanitaires, tous ces scandales, la vache folle et les veaux nourris aux hormones. Enfin, il y a un soupçon quand même depuis des années sur l'agriculture française et d'une manière générale, qui pourrait totalement s'inverser grâce à un projet de transition écologique qui me semble positif. À supposer que la transition écologique soit effectivement l'avenir, donc c'est le devoir du gouvernement ou des gouvernements successifs de les aider dans cette transition écologique. Et comment en font-ils assez? Les gouvernements en font-ils assez? Mais ça part de la base, pas mal d'agriculteurs s'en occupent, mais ça ne suffit pas. Il faut évidemment être porté par une décision politique. Donc ils ont raison de se plaindre. Bon, on n'a jamais tout à fait tort de se plaindre. L'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de faire un plan global, aussi bien d'un point de vue national que européen. Parce qu'en fait, l'enjeu pour les agriculteurs, ça joue surtout au niveau européen. C'est sur la question de concurrence, de compétitivité, coût et hors coût. Vous parliez de la question de la transition écologique. La transition écologique n'est qu'un levier. Ça concerne uniquement la montée en gamme, donc la compétitivité hors coût. Ça concerne uniquement un seul levier. Parce que si vous faites de la montée en gamme, vos produits sont plus chers, mais que le marché français est toujours inondé par des produits qui valent 3 fois moins ou 4 fois moins cher, mais qui sont peut-être de moins de bonne qualité, mais comme on connaît des pouvoirs d'achat, les consommateurs vont se diriger vers le produit qui est moins cher. Donc c'est une question de stratégie globale qui doit être portée. Et comment il doit faire? Moi je pense qu'en fait il a une ouverture maintenant, due à la crise qui se passe à la CDU en Allemagne. On sait qu'Angela Merkel partira au plus tard l'année prochaine. Que maintenant, il dispose d'un allié avec l'Italie et l'Espagne, que la Grande-Bretagne est partie, ce qui, pour le dire gentiment, nous embêtait le plus depuis à peu près une trentaine d'années, depuis Margaret Thatcher. Et aujourd'hui, c'est un bloc quasiment ouest contre est. Ce qui s'oppose à Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est le groupe de Visegrad, qui sont opposés à lui, notamment sur les questions de la présidence de la Commission européenne, menée par Viktor Orban. Il faut expliquer, parce que là, on va peut-être perdre un peu du monde. C'est le pays, c'est Pologne-Hongrie. Pologne-Hongrie, voilà. Ouais, et donc, en fait, on est repassé... Au départ, on avait deux clivages qui étaient nord-sud et ouest-est. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron peut devenir le leader de l'ouest, qui malgré tout représente le plus de pays en termes de population et de poids économique. Et il faut qu'il arrive à mener cette coalition contre l'est, en espérant que le successeur ou la successeur d'Angela Merkel lui sera plus favorable. Ça sera son combat à venir. Emmanuel Macron, qui a été, on a commencé à l'aborder, interpellé également sur la retraite des agriculteurs. Question posée, allez-vous favoriser les actuels, j'ai bien actuels retraités du monde agricole? Réponse d'Emmanuel Macron. Je ne peux pas gérer l'avenir et le passé en même temps. Je ne vais pas vous mentir. Enfin, là, déjà, vous voyez déjà tout ce qu'on se tape. On rattrape des choses qui n'ont pas été faites parfois il y a des décennies. Donc, tous ceux qui rentreront dans le nouveau système, contrairement à l'ancien, ils auront une garantie de retraite minimum. Est-ce que je peux aujourd'hui vous dire l'ensemble du stock, comme on dit, c'est-à-dire tous nos retraités d'aujourd'hui peuvent y rentrer? C'est impossible. C'est-à-dire que vous me demandez de réparer 4 décennies par le passé, alors que j'essaie de projeter le pays 4 décennies devant, et qu'il y a déjà quelques résistances, comme vous l'avez vu. Je ne peux pas réparer le passé et préparer l'avenir. C'est une phrase qui revient souvent chez Emmanuel Macron. Il n'y a pas que le dossier des retraites. Est-ce que ça peut être un tournant du quinquennat, ce dossier des retraites? Ouais. Écoutez, moi, ce qui est un petit peu agaçant, c'est que quand il évoque le passé, j'aimerais bien un jour que les politiques soient plus précis quand ils parlent. Parce que si on observe les réformes de retraite, si je prends le point de départ, la réforme Balladur jusqu'aujourd'hui, tous les gouvernements ont pris la même direction, même dans l'ancien système, c'est-à-dire de faire un mode de calcul des retraites moins généreux, de faire en sorte que l'équilibre soit recherché et obtenu. On a fait en sorte que progressivement les retraites qu'on verse deviennent moins généreuses. Donc, s'il veut revenir sur le passé, si c'est ça le passé, alors ça voudrait dire que le nouveau système va devenir plus généreux et sera autre que celui qu'on a connu. Parce que les réformes Balladur, Fillon, Touraine et autres n'ont pas vocation à rendre le système, plus généreux, plus sympathique. Donc s'il veut revenir là-dessus, donc rendre le système universel plus généreux,
on va voir. Parce que j'aimerais bien savoir de quoi il parle quand il dit une chose pareille. Et ça me semble assez flou, et j'ai peur, effectivement, c'est peut-être un tournant, mais on nous a dit qu'il y avait un tournant social et on ne l'a pas vu non plus. Hein. Bon, d'accord. On marque une toute petite pause et puis on se retrouve juste après. On va continuer à parler de ce climat social, notamment de la réforme des retraites, puisqu'il y a Didier Guillaume, par exemple, le ministre de l'Agriculture, qui était sur LCI tout à l'heure, qui nous a dit qu'il n'était pas question, a priori, d'utiliser le 49.3. On va en débattre. LCI, tout info, suite on continue à suivre la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. En fin de matinée, il y a eu cette séquence que l'on va revoir peut-être pour certains. C'est Éric Drouet, l'une des, comme l'on dit, figures des Gilets jaunes, qui a réussi à pénétrer à l'intérieur du salon. On se souvient que l'an passé, il avait été stoppé sur le parvis. Il a été... alors non pas expulsé puisqu'il s'est retrouvé en garde à vue. Donc quand on est expulsé, on ne se retrouve pas placé en garde à vue. Garde à vue pour rébellion. Et quasiment dans le même temps, Emmanuel Macron était interpellé par cette gilet jaune qui lui faisait cette réflexion. Les personnes qui sont agressives, ce sont les policiers. Non, mais nos forces de l'ordre, il n'y a personne qui s'engage pour être agressif. Regardez, mais ils n'en peuvent plus. Mais bien sûr. Moi, je les comprends, ils n'en peuvent plus, mais nous non plus, on n'en peut plus. Mais donc, vous savez quoi, il y a une solution, c'est Mais d'arrêter non. et de parler. Mais d'arrêter de sortir, manifester comme ça. Mais vous ne recevez pas les gilets jaunes. Eh ben, faites-moi, on peut prendre vos coordonnées, vous faites un groupe, et je reçois un groupe. D'accord, moi je vous donne mes coordonnées sans problème. Mais ça va mal finir en fait. Mais non, il faut que tout le monde retrouve raison. Moi, je suis quelqu'un d'engagement, de conviction. J'écoute, je corrige quand je fais des erreurs. Et Dieu sait que tout le monde en fait dans la vie. Personne n'est parfait. Et voilà. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, dit le président de la République. Le climat social, évidemment, c'était quelque peu inévitable. C'est invité lors de cette visite. Bon, sur toute cette séquence-là. Alors, Éric Drouet, on imagine un petit peu il savait ce qui allait lui arriver. Bah non, mais c'est une vraie question. Vous dites, oui, il a pénétré dans l'enceinte du salon de l'agriculture. Non, il n'a pas pénétré dans l'enceinte du salon de l'agriculture. Exactement, il est allé à la caisse, il a pris son billet et il se baladait dans les couloirs du salon de l'agriculture. Alors peut-être qu'effectivement, il a voulu s'approcher du président, mais enfin, c'est son droit. Il y en a d'autres qui ont réussi à l'interpeller, comme on l'a vu sur les images après. Donc vraiment, moi, je me pose la question de savoir sur quel motif il a été mis en garde à vue. Rébellion, je pense que rébellion, oui, parce qu'en fait, j'ai vu d'autres images qui ont circulé sur les réseaux sociaux où en fait on lui demande de quitter les lieux et il dit bah non, pourquoi je quitterai les lieux, dans ces cas-là les autres aussi doivent quitter les lieux, pourquoi vous avez ça à moi? Alors effectivement il y a un différend presque personnel avec le président de la République ou avec la majorité et le gouvernement, mais je ne comprends pas en fait que dans un état de droit en fait on s'acharne sur des gens comme ça il avait encore rien commis, il aurait commis quelque chose, enfin je veux dire il aurait commis un délit, il aurait hurlé sur insulté le président ou il aurait dégradé un stand du salon de l'agriculture. Je veux bien qu'on s'en prenne à lui et qu'on le mette en garde à vue, mais là il n'avait rien fait. Donc je me demande vraiment sur quelle base on s'en prend à ce type dont à part ça je suis pas très fan. Chloé Morin nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, experte à la Fondation Jean Jaurès. Je précise que vous avez été également conseillère de Manuel Valls. Quand on parlera du 49.3 tout à l'heure, vous pourrez peut-être nous donner vos lumières. Sur cette séquence, ça vous inspire quel commentaire aussi bien? Bon, Éric Drouet. Et puis cette gilet jaune, ça va faire 1 an et demi maintenant que le mouvement a débuté. Ils sont toujours là, ils interpellent le président de la République. Oui, mais ça illustre en fait les nouvelles formes du combat politique qui utilisent un peu les interpellations, les images un peu choc ou les mots choc. On l'a vu aussi pour la manifestation pour la réforme des retraites où en fait l'idée c'est qu'il faut attirer l'attention des médias et arriver à diffuser le plus possible via l'émotion sur les réseaux sociaux. Et en fait c'est un peu ça, c'est des méthodes qui relèvent un peu du happening, de la provocation. Et ça vise à attirer l'attention d'un pouvoir politique qui, sinon, probablement ne ferait pas attention à ce type d'individu. Donc, je dirais que c'est les méthodes, chacun fait un peu feu de tout bois et utilise les méthodes qui sont les siennes. Moi, je voulais juste rebondir sur le fameux « vous ne recevez pas les gilets jaunes ». Je me souviens, je crois que j'étais même ici lorsque nous regardions la rencontre qui devait se faire très tôt
tout à fait au début des manifestations des Gilets jaunes, entre le Premier ministre, tout de même, et on sait que c'est à lui de le faire plus qu'au président de la République, qui devait recevoir une délégation de Gilets jaunes. Et pendant des heures, on a attendu que les Gilets jaunes veuillent bien présenter, définir, décider de leurs représentants. Ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu de représentant, et donc la rencontre ne s'est pas faite. Mais pas du fait, je suis dans les faits, décidément, pas du fait du Premier ministre ou de l'exécutif, mais quand même parce que les Gilets jaunes, et ça a été le cas jusqu'à, je crois encore maintenant, c'est-à-dire que les Gilets jaunes ne cessent de dire rencontrez-nous, mais ne sont pas capables ou ne veulent pas. Je crois que c'est vraiment une volonté politique, hein, c'est vraiment, ils ont quelque chose de libertaire. Ce sont des anarchistes au sens traditionnel, donc ils ne sont pas d'accord avec la question de la représentation, mais résultat, c'est pas facile de rencontrer les Gilets jaunes. Mais Emmanuel Macron avait qu'à aller sur un rond-point, enfin, il y en avait plein. Est-ce que c'est rencontrer les Gilets jaunes que de faire un micro-trottoir? Eh ben non, mais il a qu'à en faire des République. Dizaines de ronds-points, il a qu'à tous les faire, c'est ça son boulot. Il est allé, c'est ce qu'on appelait le grand débat, où il a rencontré des Gilets jaunes. Mais quand on est président de la République, on ne peut pas aller faire des micro-trottoirs. Et c'est pareil pour le micro-trottoir. Si, aller rencontrer aller rencontrer la France. La France. Bah, aller à la rencontre. Mais si, mais il a. C'est pas la France que de rencontrer quelques Gilets jaunes. En revanche, rencontrer une délégation de Gilets jaunes, ça me semble important. Avec votre gilet jaune. C'est vrai. D'abord, on a un gilet jaune sur place. Non, mais on ne pouvait que regretter depuis des mois que le président de la République n'ait pas trouvé moyen de rencontrer un gilet jaune. Il était bien le seul en France qui n'a pas eu de contact avec les gilets jaunes depuis le début de ce mouvement. Ça, vous n'en savez rien. En novembre. Rencontrer des gilets jaunes. En novembre 2018. Mais on ne peut que le féliciter aujourd'hui d'avoir répondu à quelqu'un qui se présentait au nom du Gilet jaune. Ah ben, votre numéro, et puis on va les voir. Au bout de 18 mois avant de rencontrer quelqu'un qui représente ce mouvement, c'est énorme. Et comme vous dites très bien, en effet, il lui suffisait à un certain moment de sortir et d'aller sur un rond-point. Il aurait été à la rencontre des Gilets jaunes. Et il aurait répondu ainsi. Il aurait résolu le problème qu'on prétend qu'il se pose depuis maintenant 18 mois, ils n'ont pas de représentants. Eh bien, puisqu'ils n'ont pas de représentants, qu'il a en voir des vrais. Bon, pour Éric Drouet, là, je suis un peu réservé, parce que, pour deux raisons. La première, c'est que Éric Drouet avait fait savoir à la France entière, il y a quelques jours, à la fois qu'il avait acheté une Jaguar, on se réjouit pour lui, et deux, qu'il sortait du mouvement des Gilets jaunes, que c'était fini, qu'il ne faisait plus de politique. Et étant donné sa personnalité, ses antécédents, qui sont un peu semblables à ceux de M. Rodriguez, il est tout à fait compréhensible que le service d'ordre ait évité un contact direct avec le président qui aurait pu être soit injurieux, soit pire encore. Allez, William Tay, puis Chloé Morat, puis on reviendra sur les retraites. Oui, ce qu'on peut, en fait, sur Emmanuel Macron, pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps à les rencontrer? Il faut se souvenir du dernier épisode qui était sa visite à la préfecture du Puy-en-Velay qui avait brûlé. En décembre 2018. J'étais venu au-devant de lui. Oui, mais il ne pouvait pas les rencontrer comme ça. Il serait arrivé dans un rond-point et on le voit maintenant dans certains de ses déplacements. Certains déplacements, il peut pas faire certains déplacements qui sont très compliqués d'un point de vue de la sécurité. Parce qu'il ne l'a pas fait à temps. Oui, parce qu'il ne l'a pas fait à temps, mais il s'est trompé d'un point de vue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'était possible en décembre 2018 ou en janvier 2019 d'aller à la rencontre des Gilets jaunes? Moi, je pense que ça ne l'était pas. Il faut se souvenir des images, on voyait sa tête au-dessus d'une pique, etc. Donc c'était quand même très compliqué. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a une crise des Gilets jaunes? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi à y répondre à temps? C'est parce qu'il n'a pas les leviers institutionnels pour le faire, et parce qu'il a eu du mal à lire ce que c'était que la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, c'est 4 crises cumulées. Une crise sociale qui a été révélée par Marcel Gauchet et Emmanuel Todd, une crise territoriale qui a été révélée par Christophe Guilluy, une crise identitaire et une crise de l'impuissance de l'État. Et comme les Gilets jaunes ne sont pas victimes de toutes ces 4 crises, mais une de ces crises ou plusieurs, c'est impossible d'avoir une seule réponse institutionnelle pour l'ensemble de ces personnes. Donc c'était difficile de déterminer des représentants capables de replater ces 4 crises. Effectivement, il n'y a pas eu de représentant. Et c'est vrai que ce jour-là, après Chloé Morin, vous aurez la parole, mais on devait être ensemble sur le plateau. Il y avait 10 représentants Gilets jaunes qui avaient été désignés. Il y en a 9 qui se sont désistés au dernier moment. Il y en a un qui est arrivé quand même à Matignon, qui est rentré. Il voulait que ça soit transmis sur Facebook Live et il est reparti. Et bon, ça s'est un peu perdu dans la nature. C'est vrai que c'est un épisode qui a marqué sans doute. Oui, donc on ne peut pas à la fois, il ne veut pas rencontrer les Gilets jaunes et les Gilets jaunes ne veulent pas rencontrer le président. Mais la difficulté, c'est qu'en fait, les Gilets jaunes, ils contestent la notion même de délégation de la représentation et de représentation. Ils ne se sentent individuellement, représentés par personne. Et donc, rencontrer un gilet jaune, ça ferait pas avancer les choses, parce que l'immense majorité des autres se diraient, en fait, ils ne représentent pas ni mes revendications, ni mes problèmes. On peut faire une autre exégèse, parce qu'effectivement, ils disent que
aucun gilet jaune n'est plus représentatif qu'un autre, mais ils disent aussi qu'aucun n'est moins représentatif qu'un autre. C'est eux qui le disent. Oui, c'est eux qui le disent. Mais quand on est tenant coup, de la démocratie représentative, on n'est pas d'accord avec cette et idée-là. qu'on n'aime pas la démocratie directe, bien sûr. Et encore, alors, on ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas la démocratie. Oh, si, on peut le dire. Alors qu'il y a quand même la Convention citoyenne des... Vous me permettrez de sourire. Pour le climat, dans lequel il y a 150 personnes tirées au sort. On verra. Bon, en tout cas, cet épisode des Gilets jaunes sera marqué, on peut le dire, parce que dans 50 ans, je pense qu'on en reparlera encore dans les facs, l'histoire de France. Alors, Emmanuel Macron, on l'a dit, a été fréquemment interpellé sur sa réforme des retraites. On a vu l'échange qu'il avait, mais il était question uniquement de la réforme des retraites pour les agriculteurs. Les débats se poursuivent alors qu'il est, ils ont pris à 15h, il est 15h39, à l'Assemblée, et l'utilisation éventuelle du 49.3 commence à émerger. Réaction sur ce point de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Un 49.3, c'est fait pour mettre au pas sa majorité. Et donc ça muselle la majorité. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. La majorité est forte, elle est fiable. Il y a une immense majorité à l'Assemblée nationale qui veut faire cette réforme. Sauf qu'il y a une partie de l'opposition, quelques dizaines, qui veulent tout bloquer, qui ne s'intéressent pas aux retraites des agriculteurs, c'est pas leur sujet, qui ne s'intéressent pas à l'âge limite de départ à la retraite, c'est pas leur sujet. C'est bloquer la machine, c'est faire péter le système, c'est montrer que ce gouvernement et le président de la République ne sont pas capables de faire voter une réforme. On va leur faire la démonstration que nous en sommes capables. Bon, voilà, on sent qu'il y a un rapport de force qui s'instaure à travers, ne serait-ce que les mots employés. Ça va se finir comment ce débat à l'Assemblée, d'après vous? 49.3. Enfin, c'est à peu près ça. Allez, tiens, un rapide tour de table. 49.3, vous? Alors moi, je crois que c'est un 49.3, mais effectivement, il faut bien dire que ce n'est absolument pas logique, puisqu'effectivement, il a raison, Didier Guillaume, de dire que le 49.3 est fait pour, d'une certaine manière, forcer une majorité à voter, alors que celle-ci est tout à fait d'accord pour voter les retraites. Donc il y a une inversion du rôle du 49.3. Là, c'est pour museler l'opposition. Et là, c'est pas pour museler, c'est pour... Donc c'est plutôt oui. On va développer, mais c'est juste pour avoir... Écoutez, bizarrement. Rapidement. Non, mais on va développer après. En 2 mots, mais j'aimerais qu'on y revienne. Oui. On est devant un problème social qui n'est pas résolu et qui va se doubler maintenant de ce que je qualifierais de véritable catastrophe institutionnelle avec ce fameux 49.3. Catastrophe institutionnelle. Oui. D'accord, ouais. Oui, je suis pas loin de penser la même chose. Et William Je suis aussi. Ah d'accord, on s'achemine vers... Bon, mais d'accord. c'est parce que c'est intéressant là, le droit, c'est tellement passionnant. Moi, je suis pas juriste, mais je le regrette parce que on peut, mais c'est vrai de tout, de la philosophie et de la sociologie, c'est-à-dire que l'histoire, en fait, un phénomène peut totalement être détourné de son objet premier. Donc, ça peut être vrai d'un texte de loi, ça peut être vrai d'un concept. On le voit bien sur la laïcité. On en parle souvent ici aussi, la laïcité qui est née à gauche et qui est actuellement être utilisée à droite. C'est un peu pareil pour le 49.3. Est-ce que c'est une catastrophe que les lois soient capables de répondre à des demandes qui peuvent même être contradictoires? Moi, je ne suis pas sûre que ce soit une catastrophe. Ce qui serait une catastrophe, c'est que le 49.3 soit utilisé contre une majorité. Ça, c'est une catastrophe. Parce que le 49.3 doit être un instrument de démocratie et non pas un instrument antidémocratique. Ce qui pourrait être. Mais là, c'est pas du tout dans le sens d'aller contre la majorité, c'est dans le sens d'une certaine manière d'aider la majorité ou d'être efficace. Maintenant, évidemment, si on peut s'en passer, le Parlement, c'est pas qu'une majorité. Le Parlement, c'est une majorité et des oppositions. Et c'est très important de les prendre en considération. Et là, ce qu'ils vont faire en utilisant le 49.3... Mais bien sûr que si, ils doivent co-construire la loi. C'est précisément... Et ils doivent co-construire la loi avec d'autant plus de force que vous avez encore une majorité aujourd'hui de Français qui sont farouchement opposés à la réforme des retraites. Et que les oppositions multiples, de gauche comme de droite, essayent de marquer le coup et de dire, voilà, nous, on est représentants de cette majorité de Français qui sont opposés à la majorité. Et donc, effectivement, on fait de l'obstruction parlementaire en déposant 41 000 amendements parce qu'on considère d'abord que la procédure accélérée, elle n'est pas bonne, on veut plus de temps pour réfléchir sur ce texte, et ensuite on essaye d'apporter sur différents sujets des amendements pour essayer de construire la loi en faveur des gens que l'opposition souhaite défendre, et la majorité en a absolument rien à fiche. De toute façon, elle a, sur à peu près tous les textes depuis le début du quinquennat, elle s'assoit sur tous les droits de l'opposition. Quand je me permets de parler de catastrophe institutionnelle, cela suppose un petit développement. Un petit développement. Bon.
on était parti, le gouvernement n'est plus maître du temps, il n'est plus maître des horloges, les horloges sont complètement déréglées. On était parti, au moment où ce débat a commencé à l'Assemblée nationale, vers quelque chose déjà d'ahurissant. Car les députés étaient invités à voter pour un projet qui n'est pas complet. Un projet de loi qui n'est pas rédigé, qui laisse un plan pour l'instant, qui n'a pas réglé les questions de financement, les questions d'âge et les questions de pénibilité. Hein. Bon, donc on complétera plus tard ce que vous avez voté. Voilà où on en était au départ. Là-dessus, voilà que l'opposition, qui a quand même le droit d'être l'opposition, on n'est pas dans un pays totalitaire, l'opposition essaie de faire obstacle par tous les moyens. Elle joue un rôle complètement négatif. Elle dépose 40 000 amendements. Elle sait bien que ce faisant, le gouvernement ne pourra pas tenir son calendrier. Oh, la vilaine opposition. J'ajouterais quand même comme circonstance atténuante qu'il était sinon annoncé officiellement, du moins prévu, qu'aucun des amendements de l'opposition, quel qu'il fût, ne seraient retenus. Ça, on le savait d'avance. C'est bizarre. Bon. Et ce qui est singulier, c'est que l'opposition a cherché à prendre le gouvernement au piège du 49-3 et que le gouvernement est tombé à pieds joints dans le piège. Car de la façon dont les choses vont se passer maintenant, la majorité, elle non plus, n'aura pas le temps de déposer le moindre amendement. C'est le texte tel qu'il est, c'est-à-dire imparfait et incomplet, que le gouvernement, c'est ce que je dis, souhaite voir voter. Et effectivement, le calendrier est tel que le gouvernement, s'il veut tenir un petit peu le calendrier, il est déjà dépassé. Mais s'il veut essayer d'arriver à imposer son projet, il est obligé d'accélérer les choses. Il sera obligé de recourir au 49.3, puisque dans un contexte ahurissant, alors celui-là, l'Assemblée nationale, vous le savez, ne pourra pas se réunir pendant 3 mois. On n'a pas réussi à trouver une salle de 600 personnes en France pour réunir l'Assemblée nationale, puisqu'il y a des travaux au Palais Bourbon. Et après ça, le Sénat ne pourra pas être saisi, puisqu'on va vers les élections sénatoriales et que le Sénat ne pourra pas se réunir. Donc, si le gouvernement veut, avant le mois de juin, que son projet incomplet et tordu et bâclé soit voté, il faut absolument qu'il recourt au 49.3. M. Didier Guillaume a dit qu'il ne le ferait pas. Il est évident qu'il le fera. Or, l'absence d'amendement de la part de l'opposition et l'absence d'amendement du côté de la majorité, ça veut dire qu'une des missions essentielles, et peut-être même la mission essentielle du Parlement, est tout simplement bafouée. Si les députés ne sont pas là pour voter la loi et y apporter des amendements, à quoi servent les députés? À rien. Brillante démonstration que veut faire le gouvernement. Oui, je voulais ajouter à cette démonstration avec laquelle je suis très d'accord, le fait qu'on essaye de dire qu'en gros, l'opposition serait dans du sabotage législatif parce qu'ils ont déposé 40 000 amendements. Quand on regarde l'histoire, en fait, déjà, quand on se compare, par exemple, aux États-Unis, le filibuster, c'est un truc c'est une pratique extrêmement courante. Il y a des parlementaires qui lisent le dictionnaire pour prolonger les débats. Et, surtout dans les films de Capa, je crois qu'ils ont pris des mesures pour limiter le filibuster. Et en France, on a vraiment restreint toutes les possibilités d'excès, oui. Parce que je rappelle que pendant la loi sur le Pacs, par exemple, Christine Boutin pouvait encore lire la Bible. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. On a des temps de parole qui sont extrêmement restreints, etc. Il faut se rappeler aussi qu'en 2006, je crois pour une réforme sur le gaz de France, l'opposition avait déposé 130 000 amendements. Donc on n'est pas, 40 000, c'est pas non plus... Et puis ensuite, il faut voir comment se déroule le débat. C'est-à-dire que vous avez une majorité écrasante avec des centaines de députés d'un côté, et puis des oppositions qui sont quand même une poignée. Et chacun de leurs amendements, s'ils ne le défendent pas en présence à l'Assemblée, ils tombent. Donc ça oblige les oppositions, qui sont quand même très peu nombreux, à être constamment présents face à une majorité qui, elle, peut se relayer dans l'hémicycle. Donc je pense que, de ce point de vue, dire que l'opposition fait, je ne sais pas, un espèce de coup d'État antidémocratique, c'est quand même un peu excessif quand on voit la différence du rapport de force.
Moi, je prends le parallèle qui est la réforme menée par Eric Woerth en 2010. On se rappelle des tas de pages d'amendements imprimés par le Parti socialiste, notamment menés par Ségolène Royal, pour contrer le projet d'Eric Woerth. Et à ce moment-là, le gouvernement mené par François Fillon avait réussi à adopter jusqu'au bout un projet de réforme des retraites. Là, le problème, c'est qu'ils sont bloqués par, comme vous l'avez dit, le calendrier. Parce qu'on va arriver rapidement à la conférence de financement. Mais si on arrive avec un projet qui n'est pas voté à la conférence de financement, et que les syndicats, les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord sur comment faire pour financer le régime des retraites, on peut très bien repartir sur un nouveau mouvement social. Et donc le gouvernement va faire face à un Parlement qui sera bloqué, plus à un retour dans la rue. Et avec, si vous me permettez, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec le retour, bien entendu par la fenêtre, de l'âge pivot. C'est ça, et qui bloquera, qui cristallisera. Et du mode de financement que souhaite Édouard Philippe. C'est ça, et donc c'est pour ça qu'ils sont véritablement bloqués, c'est pour ça que je pense qu'ils doivent utiliser le 49.3 avant la conférence de financement. Le tout dans un contexte d'élection municipale qui est quand même un grand et beau moment. Oui, c'est le 15 mars, mais donc là tout le monde est en campagne. C'est un vrai et un grand et un beau moment de démocratie sur tout le territoire français, où vous avez beaucoup des députés qui sont présents à l'Assemblée nationale, qui sont investis aussi de la mission dans leur circonscription de travailler avec les candidats, etc. Et donc ils se retrouvent sur le terrain, alors même que le gouvernement est là et eux-mêmes en fait sont en train de faire un bras d'honneur à la représentation nationale pour essayer de passer le plus vite possible la loi. Donc tout ça, tout ce contexte en fait est excessivement nauséabond quant à la santé de notre démocratie. Ouais, ça peut être le tournant du quinquennat, ce dossier des retraites. En tous les cas, on peut quand même regretter que la majorité et l'opposition ne travaillent pas ensemble pour améliorer cette réforme qui, on le sait, a plein de trous, plein d'inconnus, etc. On ne peut pas se féliciter ni de l'un ni de l'autre. Quand vous me dites la majorité a dit qu'il n'accepterait aucun amendement, c'est aberrant. Mais c'est aussi aberrant que de faire de l'obstruction qui fait que les quelques amendements, il y en a eu qui étaient positifs et qui véritablement... Un amendement peut changer complètement pour une catégorie entière de personnel leur vie. Il y a un côté, comme le disait très bien ma voisine, c'est l'éléphant qui a peur de la souris qui grimpe sur une chaise. Elle n'a rien à craindre, la majorité. Si, c'est ce que William Tell nous a expliqué quand même, c'est pas rien. Elle a 350 députés contre les 60 députés à tout casser de l'opposition. Mais ils sont obligés à faire ce calendrier. Ils font semblant d'avoir peur de l'opposition et dire l'opposition est en train de faire un coup d'État. Le problème, c'est pas vraiment entre la majorité et l'opposition, c'est plutôt le problème entre le Parlement et le gouvernement. Le gouvernement négocie lui-même et n'a pas besoin du Parlement pour modifier son propre texte qu'il a déjà négocié. Merci beaucoup. Il y en a qui vont rester pour continuer à suivre cette visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Ça sera avec Magali Barthès. Vous restez, je crois bien. Et presque 16h sur LCI. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on continue bien sûr de suivre cette visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Il est arrivé vers un peu après 8h et depuis, il serre les mains, il enchaîne les selfies, un marathon pendant lequel il essaye de cajoler, de rassurer ce monde agricole en plein doute. Emmanuel Macron interpellé aussi sur les retraites, sur la crise sociale. On va y revenir avec mes invités autour de ce plateau. Michel Cotta, éditorialiste qui vient de nous rejoindre. Bonjour, merci d'être là. Chloé Morin, experte de la Fondation Jean Jaurès. Face à vous, nous avons Isabelle Véramasson, directrice de recherche au CNRS. Et puis William Tay, bonjour, président du think tank Le Millénaire. On va tout de suite partir pour la porte de Versailles, retrouver Bastien Auger. Bastien, essayons de dresser un premier bilan de cette demi-journée du président au Salon de l'Agriculture. Comment ça s'est passé ? Écoutez, c'était une première demi-journée riche en échanges, un petit peu comme le veut la tradition ici au Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron a pris le temps d'échanger, en priorité évidemment avec les agriculteurs qui ont pu lui dire leurs inquiétudes, que ce soit sur ce sentiment d'être stigmatisé, sur la difficulté à vivre de leurs revenus ou également sur la question des pesticides. Mais il n'y avait pas que les agriculteurs, en effet, avec lesquels Emmanuel Macron a échangé. Il a aussi pris le temps de faire un bain de foule avec des visiteurs de ce salon, d'échanger
échangé aussi avec une dame qui lui disait son avis sur la question des retraites, sur le 49.3, encore sur la gestion de la crise des Gilets jaunes. Et ces échanges, ils vont continuer cet après-midi. Pour l'instant, Emmanuel Macron est en train de déjeuner avec des professionnels. Il doit ensuite s'entretenir, entre autres, avec des syndicats, avoir une étape aussi sur le thème de la recherche. Vous savez que c'est un sujet d'actualité bouillant autour de cette question aussi, notamment du glyphosate. Comment remplacer petit à petit le glyphosate pour les agriculteurs. Et puis une étape aussi en fin d'après-midi autour de la pêche. Là aussi, avec l'actualité, avec le Brexit, il y a de grosses inquiétudes sur lesquelles Emmanuel Macron veut essayer de rassurer. Merci beaucoup Bastien et on va bien sûr suivre cette visite tout au long de cet après-midi avec vous. On le voit, hein, Michel Cotta, beaucoup de sujets qui sont à la une de l'actualité. Ce salon de l'agriculture, c'est quand même un passage obligé pour tous les présidents. Il faut faire attention à ne pas se rater. Oui, c'est un passage obligé, puis il y en a qui le réussissent plus ou moins, et il y a des moments dans lesquels on le réussit plus ou moins. Apparemment, en dehors des problèmes extérieurs à l'agriculture, c'est-à-dire les retraites, etc., j'ai l'impression que quelque chose sert Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est ce qu'il a laissé filtrer de sa lutte hier auprès des instances européennes pour que justement ils ne soient pas touchés au budget de la PAC. Donc ça, c'est sûrement quelque chose que les agriculteurs ont en tête et ça tombe bien pour lui. En revanche, tous les problèmes spécifiques aux agriculteurs, qui sont quand même leur niveau de vie, les retraites, encore que apparemment les retraites telles qu'elles sont annoncées soient plutôt bénéfiques pour les femmes et pour les agriculteurs. Mais aussi, il faut bien dire qu'ils ont raison, les agriculteurs, de dire qu'ils se sentent stigmatisés. Ils le sont tout le temps. Et de temps en temps, il y a des pesticides, mais comme répondait l'autre jour un agriculteur, mais vous, quand vous avez quelque chose, vous prenez un antibiotique. C'est aussi des remèdes pour les maladies. Donc ils se sentent... On est vraiment dans une société de rupture entre, d'un côté, les écolos qui disent il faut faire moins, il faut faire mieux, et en même temps il faut gagner plus d'argent, et à la fois une société qui dit oui, mais il faut manger pour moins cher. Mais ce salon, c'est finalement l'occasion ou jamais justement de présenter le travail du monde agricole, d'avoir cette confrontation avec la population et avec le président. Oui, ça contribue à ça. D'ailleurs, on a vu que 9 Français sur 10 se sentaient proches des paysans. Donc, oui, 80%. Mais il faut bien dire aussi, malgré tout, que le discours des paysans actuels n'est pas dans l'air du temps, n'est pas audible. On le sait, il faut manger moins de viande et les vaches polluent, même si on parle d'utiliser le méthane. Enfin bon, en tous les cas, c'est vrai. La question des scandales sanitaires se sont succédés et beaucoup d'entre nous ne savent pas très bien ce que l'on mange. Alors d'ailleurs, on le sait, il y a des applications maintenant pour savoir si quand vous achetez, vous savez, Yuka que nous dégainons dans tous les supermarchés pour savoir si c'est bon ou pas pour la santé. Il y a un soupçon à l'égard de ce que l'on mange. Or, ce sont les agriculteurs qui sont censés le fabriquer. Il y a un problème d'obésité qui est une épidémie internationale. Or, cette obésité, elle vient de ce que nous mangeons. Or, ce sont les agriculteurs qui sont censés nous faire à manger. Il y a un soupçon sur les perturbateurs endocriniens qui seraient à l'origine des problèmes de fertilité, des problèmes de cancer. Or, c'est ce que nous mangeons qui serait à l'origine de ça. Donc, le soupçon est énorme. C'est pas des petites, oh là là, ils ne font pas assez bien à manger ou c'est trop cher. Le soupçon est énorme. Et eux, qui ne sont évidemment pas responsables de tout ça, ils sont insérés dans un système qui leur a évidemment promis qu'au contraire, ça allait être bien pour tout le monde, qu'au contraire, ils allaient nourrir le monde. Un monde qui augmente considérablement grâce à toutes ces techniques. Donc, ils ne se sentent absolument pas responsables. Et ils ne le sont pas. Or, ils sont au cœur et leur discours n'est pas, encore une fois, n'est pas audible. Et on voit bien, d'ailleurs, d'une certaine manière, Emmanuel Macron ne fait pas de discours. Il s'adresse aux individus parce que c'est le seul discours qu'il peut tenir, c'est toi, vous n'êtes pas coupable, vous êtes important pour nous, on va vous aider. Parce que sinon, il y a d'un côté le monde, Greta Thunberg et ceux qui sont derrière elle, qui ne peuvent pas entendre ce que disent les agriculteurs, alors qu'il y a des personnes, et on le sait, le suicide des agriculteurs est considérable. On dit qu'il y aurait un agriculteur tous les 2 jours qui se suiciderait. On se souvient des porchers qui se tuaient le matin au milieu de leur porc. Enfin, moi, je trouve que cette histoire d'agriculteur est quelque chose de très, très douloureux pour notre époque.
Et est-ce qu'il arrive à leur parler, à ces agriculteurs, d'après vous, Chloé Morin ? Je pense qu'en parlant aux agriculteurs, finalement, c'est moins à un électorat qu'il s'adresse, parce que les agriculteurs, généralement, ne votent pas pour lui, qu'à son propre électorat, qui est plutôt un électorat urbain, pour le coup, et qui est celui qui idéalise le plus le monde rural. C'est marrant, dans les études, on voit vraiment la perception des agriculteurs ou de la ruralité en général. Elle est beaucoup plus positive pour quelqu'un qui habite au centre de Paris ou de Lyon ou je ne sais pas où, que pour les gens qui sont vraiment dans la ruralité. Donc je pense que quelque part, en parlant des agriculteurs et aux agriculteurs, c'est avant tout à son propre électorat, qui est aussi celui qui a le plus d'exigences, paradoxalement, sur le manger bio, manger sain, moins de pesticides, etc. Donc c'est tous les paradoxes. Après, je suis complètement d'accord sur le fait que les agriculteurs, enfin, le monde agricole globalement est en crise depuis des années et des années. C'est une crise qui est structurelle. Ils sont percutés à la fois par la mondialisation, qui impose une concurrence, etc., etc. Et puis par la pression mise par le consommateur sur les producteurs, parce que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ce qu'il y a dans leur assiette, à l'impact que ce qu'on mange a sur notre santé, que l'impact que ça a sur les animaux aussi. La souffrance animale, c'est quand même un vrai sujet. Et puis, l'impact que ça a sur les gens qui produisent, c'est-à-dire le respect de l'humain, des producteurs, de leur rémunération, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose dont nous sommes tous collectivement de plus en plus soucieux. Après, le paradoxe de l'agribashing, c'est un mot que j'aime pas trop, parce qu'en fait... Qui désigne le dénigrement qu'il y a vis-à-vis voilà, c'est l'idée qu'il y aurait un dénigrement systématique des agriculteurs. Or, ce qu'on voit dans les études d'opinion, c'est quand même que plus de 8 Français sur 10 ont une bonne image des agriculteurs, et que par ailleurs, c'est pas qu'ils sont critiques. Et là, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'existe pas des critiques virulentes et marginales au sein de la société vis-à-vis des agriculteurs, et que toutes les critiques sont justifiées. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une exigence, et que finalement, derrière l'agribashing, on met tout. On met l'exigence qui me semble légitime, et des critiques qui, pour le coup, sont, elles, violentes et illégitimes. Je voudrais vous faire écouter quelques réactions d'agriculteurs qui ont soit pu rencontrer le chef de l'État, soit qui l'ont rapidement croisé, et quelques réactions saisies par nos caméras tout à l'heure. Écoutez ces agriculteurs. Heureux d'avoir rencontré Monsieur le Président, Emmanuel Macron, et ça fait plaisir à voir quand même qu'il s'intéresse à nous, et défendre nos droits auprès de Bruxelles, et puis de voir la suite comment ça va se passer, quoi. Je pense qu'il y a une écoute. Après, on va voir ce que l'avenir nous dit. On n'est pas soutenu, on se sent laissé pour con, et c'est inadmissible que M. Macron n'ait pas pris là les prestiges pour rencontrer tous les éleveurs. On l'a pas vu. Et moi, je reste sur ma faim. Comment est-ce que vous jugez cet accueil réservé aux agriculteurs ? Il est mitigé, parce que il est mitigé, mais d'une part, il y a un premier point, c'est que déjà, il peut faire un déplacement, essayer de sortir de la séquence sur la réforme des retraites. On le voit, il essaie de faire une conférence sur la sécurité à Munich la semaine dernière. Il a eu un moment sur la négociation du budget européen. Il essaye de tout faire pour sortir de la séquence des retraites qu'il doit juger plutôt désastreuse pour lui, en tout cas qui doit l'embourber d'un certain niveau de popularité auquel il stagne ou il baisse en fonction des différents sondages. Le deuxième point, c'est l'accueil des agriculteurs. Les agriculteurs, ils sont victimes, comme un peu dans toutes les sociétés occidentales, d'un déclassement. C'est ce qu'a montré le FMI et les institutions internationales, c'est qu'il y a un tassement des classes moyennes et moyennes inférieures d'un point de vue des sociétés occidentales à cause de la mondialisation. C'est que ces classes moyennes-là ont enrichi les riches des pays pauvres, et eux se sont appauvris à leur bénéfice. Et la difficulté, c'est qu'on a voulu conserver nos avantages et notre modèle de vie, alors que le monde, lui, a évolué et qu'on n'a pas réussi à s'y adapter, d'une part au niveau national, mais également d'un point de vue européen. On parle toujours de la PAC, mais on ne parle pas de le problème de concurrence ou de stratégie globale. On a une stratégie pour le tertiaire, mais en même temps, on essaie de conserver le secteur primaire, agricole, et en même temps l'industrie. Mais au bout d'un moment, il faut choisir se spécialiser. Est-ce qu'on se spécialise dans la montée de gamme? Est-ce qu'on se spécialise dans la baisse de coûts? Est-ce qu'on vise plutôt à aider le revenu des agriculteurs, ou est-ce qu'on essaie d'aider plutôt le produit et donc soutenir plutôt le consommateur? Il faut arbitrer, mais comme on souhaite tout faire, du coup, on arrive dans cette situation, on est en crise depuis 40 ans.
Je voudrais vous parler d'un sondage Odoxa. 80% des Français estiment qu'Emmanuel Macron ne soutient pas assez les agriculteurs. Je crois qu'on poserait la question sur toutes les catégories sociales. Il y aurait la même réponse, sauf peut-être les riches, puisqu'on le sait, les seules catégories sociales que tous les Français considèrent que Emmanuel Macron soutient, ce sont les riches. Donc non, on voit bien qu'il y a la question de l'image d'Emmanuel Macron qui ne soutient jamais assez les Français et les catégories sociales. Mais spécifiquement les agriculteurs. Et les agriculteurs, c'est d'ailleurs pas... C'est probablement pas tout à fait juste, puisqu'effectivement, on vient le voir tout récemment en Europe où il a soutenu les agriculteurs français. En revanche, c'est clair, et là je ne parle que de communication politique, s'il y a un personnage éloigné du monde paysan ou du monde agriculteur, du monde des campagnes, c'est quand même Emmanuel Macron. Donc il a cette image qui s'est créée depuis le début d'un jeune homme urbain, d'un jeune Rastignac, un président des villes, un président des grandes villes, en costume cravate et n'ayant pas les mains ni dans le cambouis, ni dans le fumier ou en tous les cas la terre. Donc c'est vrai qu'on imagine que pour toutes ces raisons-là, Emmanuel Macron, et on le disait tout à l'heure, vous le disiez, le monde agricole ne vote pas non plus pour Emmanuel Macron. Donc toutes ces réponses sont totalement justifiées par un ensemble d'éléments. Michel Cotta, c'est difficile pour lui de se défaire de cette image, en effet, de président des villes. C'est difficile parce que les agriculteurs attendent tout de l'État, des aides de l'État, qui sont très très liées à ces aides européennes, qui souvent d'ailleurs sont plus ou moins bien utilisées, mais ils ont besoin des aides de l'État. Donc évidemment, c'est pas une profession libre vis-à-vis de l'État et libre vis-à-vis des décisions que prenne l'État. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que je trouve que ce monde agricole aujourd'hui est quand même largement coupé en deux stratégies différentes. On voit effectivement les agriculteurs qui sont restés sur la voie habituelle, c'est-à-dire petites entreprises qui font de l'élevage, etc. Et maintenant, une grosse partie de l'agriculture qui se dote de moyens importants, qui fait du bio. Le bio marche bien, donc on voit bien. C'est pas tellement une question de niveau de prix que se posent les gens. On voit bien qu'il y a là aussi une fracture. Il y a toute une partie de Français qui peuvent se payer des bio et qui sont beaucoup plus chers, comme vous savez, au moins à 30%. Bon, et puis il y a toute une partie de Français qui trouvent que ce qu'on leur propose n'est pas assez est trop élevé pour eux. Donc on comprend très bien que dans ce milieu-là, les agriculteurs essayent, pour certains, de se spécialiser, de se doter d'instruments, etc., et que des autres en restent à l'agriculture traditionnelle. Ça fait une rupture entre eux qui vaut bien, au fond, qui existe, et qui vaut bien la rupture entre, d'un côté, tous les agriculteurs, et de l'autre côté, la plupart des écologistes. Chloé Morin. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il avait fait son discours à Rungis il y a 2 ans, où il donner un peu la stratégie, la vision qu'il avait pour l'avenir de l'alimentation en fait au sens large. Il avait bien dessiné l'idée qu'il fallait transformer le modèle de production pour au fond mettre l'alimentation de qualité à la rendre accessible à tous. Et je pense que c'est cette vision-là qui est intéressante parce que vraiment elle s'inscrit dans l'air du temps, enfin c'est vraiment vers ça qu'on va, mais en même temps c'est extrêmement compliqué parce que on voit bien que même la manière dont la PAC est organisée, les financements tendent à aller aux grandes exploitations, etc. Donc ça encourage une forme d'industrialisation de l'alimentation dont on voit bien que aujourd'hui les gens ils veulent des petites exploitations, ils veulent savoir d'où provient ce qu'ils mangent, ils veulent consommer près de chez soi, etc. Et donc, quelque part, les discussions de la réforme de la PAC, c'est ça aussi, c'est comment est-ce qu'on réoriente, comment on intègre les nouvelles problématiques sociétales que sont les aspirations à manger mieux, etc., à manger sain, et puis la souffrance animale, etc. Comment on intègre ça dans l'orientation, en fait, des financements et même l'environnement. Je voyais un chercheur qui proposait récemment d'orienter la PAC
sur le service environnemental rendu. C'est-à-dire dire qu'on va donner plus d'argent aux paysans qui peuvent faire tout un tas de choses pour préserver l'environnement. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, c'est des transformations de long terme. Et juste pour finir, Emmanuel Macron a évoqué, il me semble, ce matin, la question des retraites agricoles. Et il faut quand même saluer une forme de courage parce qu'il assume de dire aux agriculteurs que le minimum, vous savez, il y avait dans la réforme des retraites prévu que, en gros, il y aura un minimum de 1 000 euros pour les retraites agricoles. Et en réalité, c'est pour les retraites agricoles, mais des gens qui vont être à la retraite à partir de 2022. Alors justement, là-dessus, sur ce sujet, je vous propose de regarder l'échange et on en rediscute juste après. Emmanuel Macron, en effet, interpellé dès son arrivée au Salon de l'Agriculture sur cette question des retraites des agriculteurs. Écoutez-le. Je ne peux pas gérer l'avenir et le passé en même temps. Je ne vais pas vous mentir. Enfin, là, déjà, vous voyez déjà tout ce qu'on se tape. On rattrape des choses qui n'ont pas été faites parfois il y a des décennies. Donc, tous ceux qui rentreront dans le nouveau système, contrairement à l'ancien, ils auront une garantie de retraite minimum. Est-ce que je peux aujourd'hui vous dire l'ensemble du stock, comme on dit, c'est-à-dire tous nos retraités d'aujourd'hui peuvent y rentrer? C'est impossible. C'est-à-dire que vous me demandez de réparer 4 décennies par le passé alors que j'essaie de projeter le pays 4 décennies devant et qu'il y a déjà quelques résistances comme vous l'avez vu. Alors, pour alimenter notre réflexion, je voudrais vous mettre 2 chiffres sous les yeux. 760 €, c'est la retraite moyenne d'un homme, un agriculteur homme, 580 € par mois pour les femmes. Alors, c'est vrai que là, on a un Emmanuel Macron qui tient un discours de vérité, ça c'est vrai, en disant les 1 000 € par mois, c'est pas pour tout de suite. C'est tout le cœur du projet de loi, en fait. Ça s'appliquera à partir de 2022 pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. Et les nouveaux entrants sur le marché du travail, c'est important de bien noter ça, c'est pas les retraités. Oui, ça veut dire qu'en fait, ça s'appliquera normalement en 2070 à peu près. Bon, alors comment on fait en attendant? En attendant, il faudra qu'il revisite le minimum vieillesse, en fait. Enfin, le minimum vieillesse, c'est tout ce qu'il a comme outil pour aider les agriculteurs, parce que la retraite est calculée sur la rémunération. Il ne peut pas décréter comme président de la République d'augmenter la rémunération des agriculteurs. Il ne peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain. On le voit par exemple sur la catégorie des enseignants, qui sont pourtant des fonctionnaires. Le plan d'augmentation s'écoule jusqu'à 2030. Il ne peut pas augmenter comme ça le salaire des agriculteurs du jour au lendemain, le passer de 580 à 1 000 €. Ensuite, sur la question des retraites, il a uniquement un seul outil, c'est éventuellement se recalculer le minimum vieillesse, soit revisiter quelques dispositions spécifiques, mais ça, il ne peut pas le faire parce que ça serait à l'encontre de son projet universel. Et donc, le seul objectif pour lui, c'est de dire la vérité. C'est ce qu'il fait admirablement. Ouais, il y a 3 ans, là, jusqu'à 22, il y a 3 années. Non, parce qu'après, il faut arriver jusqu'à la retraite. Donc, ça fait beaucoup d'années. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette retraite contre laquelle les gens descendent dans la rue, certains aimeraient bien qu'elle s'applique pour eux, dès 2022, ce qui ne sera pas le cas. Donc, c'est encore le paradoxe français. Écoutez d'ailleurs le député La République En Marche de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, qui est très impliqué bien sûr sur ce dossier des agriculteurs et qui assure que le maximum sera fait pour les retraites d'aujourd'hui. On écoute. Au minima, ils auront 1 000 € pour les agriculteurs qui sont actuellement actifs à partir de 2022. Par contre, pour le stock, c'est-à-dire les agriculteurs qui sont déjà à la retraite, il faut faire quelque chose. On est porteur avec mon collègue Olivier Damézin, qui est député du Lot-et-Garonne, d'amendements sur ce projet de loi retraite pour justement revaloriser à la fois les agriculteurs, mais aussi les artisans. Il n'y a pas que les agriculteurs, puis il y a les femmes d'agriculteurs qui font effectivement autour de 350 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va coûter à peu près 1 milliard d'euros. C'est à peu près le budget qu'il faut mobiliser. Michel Cotta. Déjà, nous n'avons pas remarqué les uns et les autres quand même la différence des 2 retraites entre celle des hommes agriculteurs et des femmes agricultrices. C'est déjà extraordinaire qu'il y ait 200 € de différence entre les deux. Alors maintenant, effectivement, faire quelque chose, ça passera ou par le minimum vieillesse ou par d'autres voies. On a quand même 22% des agriculteurs sous le seuil de pauvreté. Non, mais on voit mal comment d'un seul coup, effectivement, il pourrait, dans les 2 ans qui restent, absorber absolument tous les problèmes de toutes les retraites des agriculteurs depuis 4 décennies, on peut dire 5 décennies. Moi, j'ai toujours entendu parler du problème des retraites des paysans. On a toujours entendu ça. On a toujours entendu que lorsque les femmes seules restaient, c'était la misère. Donc,
on est un peu tous responsables depuis des années de cette évolution de l'agriculture. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins d'agriculteurs, ce qui sous-entend vraisemblablement que les entreprises se regroupent, deviennent sur un schéma différent. Et ça pose aussi des problèmes, alors pour le coup, vis-à-vis des Verts et des écolos qui suscitent et qui, eux, aimeraient des toutes petites entreprises bien proches des gens. Encore que je me demande, dans ce cas-là, comment la ville de Paris serait approvisionnée par des fermes très proches et comment la Bretagne s'en sortirait alors qu'elle exporte environ 70% de ce qu'elle produit. Alors, le gouvernement, il a toujours des marges de manœuvre. Il faut rappeler que sur la question des retraites agricoles, il y avait une loi déjà en 2002 qui avait significativement augmenté les retraites agricoles qui étaient portées. Donc, c'était sous le gouvernement Jospin, mais pendant la campagne, il me semble que c'était la loi Perrot. Et ensuite, il y a eu une nouvelle revalorisation sous le quinquennat Hollande. Et l'ensemble de l'effort qui a été porté sur la revalorisation des retraites entre 2012 et 2017, par exemple, c'est 900 millions d'euros. Donc c'est significatif. Donc c'est toujours possible pour un gouvernement d'investir dans la solidarité. Mais c'est un exercice de solidarité. Pour le coup, ce n'est pas de la transformation du modèle pour la suite. Allez, on va y revenir, on va continuer d'en débattre de ces agriculteurs inquiets face à la dégradation évidemment de leurs conditions financières. On reparle de tout ça juste après une courte page de pub. On retournera en direct au Salon de l'Agriculture. LCI Tout Info se poursuit et on continue de vous faire vivre cette journée d'ouverture du Salon de l'Agriculture, inaugurée donc depuis ce matin 8h par le président Emmanuel Macron. La crise sociale s'est invitée dans ce salon, les retraites, les gilets jaunes. Il a été interpellé sur ces nombreux sujets, notamment par une femme. Elle se présente comme une contrôleuse de gestion. Elle dit avoir participé à toutes les manifestations de gilets jaunes. Écoutez cet échange avec le président de la République. Les personnes qui sont agressives, ce sont les policiers. Non, mais nos forces de l'ordre, il n'y a personne qui s'engage pour être agressif. Regardez, mais ils n'en peuvent plus. Mais bien sûr. Moi, je les comprends, ils n'en peuvent plus, mais nous non plus, on n'en peut plus. Mais donc, vous savez quoi, il y a une solution, c'est d'arrêter et de parler. Mais d'arrêter de sortir, manifester comme ça. Mais vous ne recevez pas les gilets jaunes. Eh bien, faites-moi, on peut prendre vos coordonnées, vous faites un groupe, et je reçois un groupe. D'accord, moi je vous donne mes coordonnées sans problème. Mais ça va mal finir en fait. Mais non, il faut que tout le monde retrouve raison. Moi, je suis quelqu'un d'engagement, de conviction. J'écoute, je corrige quand je fais des erreurs. Et Dieu sait que tout le monde en fait dans la vie. Personne n'est parfait. Alors Isabelle Véramasson, cet échange dans lequel on voit que le président d'ailleurs reconnaît quelques erreurs à la fin et surtout promet de recevoir des gilets jaunes. Ce serait une première depuis le début de cette affaire. Alors, deux choses. D'abord, on a toujours l'impression que les choses se répètent comme ça. Le gilet jaune disant « ça va mal se terminer ». Enfin, c'est une phrase que les gilets jaunes répètent comme ça en boucle. Les gens ne savent pas très bien ce qu'ils veulent dire exactement. Est-ce que ça va mal se terminer pour eux ? Et on pense évidemment, on parle du monde agricole, au désespoir qui va jusqu'à le suicide, ou alors ça va se terminer pour le pouvoir. Et là, on pense plutôt à Drouet qui voulait prendre l'Élysée. Donc, on retrouve aussi toujours la tendance d'Emmanuel Macron à flagellation. C'est-à-dire, je suis d'accord avec vous, il est toujours d'accord avec les gens qui viennent le critiquer, je suis d'accord avec vous. Il a cette manière, je ne sais pas si elle est profondément psychologique ou si elle est rhétorique, mais toujours. En revanche, je trouve qu'accuser l'exécutif de ne pas vouloir recevoir les gilets jaunes est assez injuste, puisque très tôt, et c'était le Premier ministre, et c'était logiquement le Premier ministre avait choisi de recevoir les gilets jaunes, et en tant que Premier ministre, il voulait recevoir des représentants des gilets jaunes. Les gilets jaunes étant ce qu'ils sont, et ils le sont toujours, c'est-à-dire profondément libertaires, refusant la démocratie représentative, et c'est pour ça qu'ils veulent directement aller à l'Élysée, voulant une démocratie directe, considérant que aucun d'entre eux ne mérite d'être le représentant, mais que chacun d'entre eux a la même valeur, avaient refusé de rencontrer le Premier ministre. Et ça a toujours été comme ça. Donc,
il y a deux conceptions de la démocratie qui ne peuvent pas quelque part se rencontrer. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui a été élu par des millions de Français, désigné par quelqu'un qui a été élu comme un Premier ministre et un président, doit rencontrer une personnalité qui serait légale et qui parlerait de tout le monde? Ça me paraît difficile. Donc, d'ailleurs, Emmanuel Macron a une certaine cohérence quand il dit, je reprends sa phrase, donnez-moi vos coordonnées, je recevrai un groupe. Donc il ne dit pas à cette dame, ça serait un peu le micro-trottoir de rencontrer une personne finalement. Je vais vous rencontrer, vous, on va parler des Gilets jaunes. Non, il dit je vais recevoir un groupe. Donc ces deux conceptions de la démocratie, une démocratie directe où chacun est égal au président de la République et à un autre Gilet jaune, se confrontent à cette question de seul le représentant d'un groupe a légitimité à intervenir dans l'espace public. Quand même, ça se double d'un sentiment d'opposition entre chacun des membres, entre chacun des Gilets jaunes qui se dit le chef. On a bien vu une sorte de calvaire, au fond, qu'ont vécu les gens qui, à un moment donné, Ingrid Levasseur, par exemple, qui, à un moment donné, ont dit « Oui, je vais présenter, je représentais ». Qu'est-ce qu'elles ont pris? Elles disent elles-mêmes, elles se sont retirées en disant que les menaces de mort étaient considérables. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement une situation où les gens veulent une démocratie directe, mais au fond, ils veulent une démocratie personnelle. C'est-à-dire que chacun pense qu'il pense pour l'ensemble, et à la fois, il est contesté. Donc, c'est vraiment très difficile. Je trouve que le reproche de dire on n'a pas reçu les Gilets jaunes, et comme Isabelle le dit, absolument à justifier ou, mettons, exagéré, parce qu'on peut toujours rencontrer quelqu'un. Toujours rencontrer des personnes, et peut-être, on ne sait pas, mais Emmanuel Macron, comme tout le monde, a peut-être rencontré des Gilets jaunes, mais il ne l'a pas fait savoir, et surtout, il considère que ce n'était pas forcément à ce niveau-là qu'on peut parler. Il y a l'une des figures, en tous les cas, des Gilets jaunes qui a tenté un coup d'éclat ce matin au Salon de l'Agriculture, c'est Éric Drouet. On s'y attendait d'ailleurs depuis hier. Et alors, il a fait irruption donc, dans le Salon de l'Agriculture à la porte de Versailles. L'an dernier, il avait été stoppé sur le parvis. Cette année, il a donc réussi à pénétrer à l'intérieur. Vous voyez ce mouvement, cette confusion qui s'ensuit. Il a rapidement été expulsé par les policiers du Salon sans avoir réussi à approcher, à interpeller le président, et il a été placé en garde à vue pour rébellion. Il a cherché un coup d'éclat, il a cherché à faire parler de lui. On voit que ce dossier des Gilets jaunes n'en finit plus d'empoisonner le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais ils sont le produit. C'est frappant parce qu'en fait, ça fait des années qu'on voit que les Français n'ont plus confiance dans leurs dirigeants, n'ont plus confiance dans les partis politiques, n'ont plus confiance dans les syndicats. Donc on sait qu'il y a une sorte d'effondrement des corps intermédiaires, les gens ne votent de moins en moins, etc. Mais c'est en fait comme si jusqu'ici, ça n'avait pas de conséquences concrètes. C'est-à-dire que il y avait quand même un président de la République élu, il y avait quand même des partis politiques, et puis une alternance entre la gauche et la droite, etc. etc. Et globalement, les manifestations et les éruptions de colère étaient encadrées, tant bien que mal, par les syndicats. Et là, c'est vrai qu'avec les Gilets jaunes, on a un peu la contestation sociale qui est sortie du lit des institutions, et puis qui ne veut plus y rentrer, et on se rend compte concrètement que quand les gens nous disent dans les sondages qu'ils considèrent que les politiques ne se préoccupent pas d'eux, voire sont corrompus, et mènent une politique pour une minorité, alors c'est souvent les riches, mais ça peut être d'autres minorités. Quand ils nous disent ça dans les sondages, ça a une implication concrète sur la manière dont ils vont se comporter. Et ça a donné les Gilets jaunes, c'est-à-dire effectivement la contestation du principe même de représentation et de l'ensemble des institutions qui, au fond, c'est là où on s'en rend compte, c'est le rôle d'un parti politique en fait dans la société ou d'un syndicat, c'est juste d'aller capter les aspirations, les colères, de les regrouper, d'en faire une plateforme de proposition et puis d'essayer d'instaurer un minimum de dialogue pour mettre tout le monde d'accord et avancer ensemble en civilisant, on va dire, la conflictualité politique. Et c'est vrai que c'est dans ce contexte-là qu'on se rend compte à nouveau que oui, un parti politique, ça sert à quelque chose, un syndicat, ça sert à quelque chose. Le problème, c'est que c'est trop tard et que les Gilets jaunes, ils ne veulent plus des partis politiques, ils ne veulent plus des syndicats et qu'on ne sait pas trop quoi inventer d'autre, en fait, pour faire fonctionner la démocratie.
Michel Cottard. Non, je dirais que ces temps-ci, quand même, le syndicalisme a repris un peu la lutte. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont à ce point. Mais ils avaient peur de se faire déborder par leur base, par exemple. Et ils l'ont toujours. Hein, et d'ailleurs, ça s'est vu dans certaines circonstances à la RATP ou à la SNCF. Mais enfin, on a l'impression que on se demande au fond si l'agitation radicale de la CGT n'est pas dictée quelque part par la volonté d'empêcher ce mouvement souterrain, avec ce mouvement incoordonné qu'étaient les Gilets jaunes, et qui les mettait autant en cause, et qui les mettait autant en pièces qu'il mettait le gouvernement. William T, on voit bien que en effet, cette défiance, elle s'exprime aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. C'est plusieurs crises en fait. Il y a une crise qui est sociale qui concerne la réforme des retraites, qui sont des revendications catégorielles. Telle catégorie a tel problème pour telle ou telle raison. Les gilets jaunes, c'est différent. Les gilets jaunes, il n'y a pas d'unicité des gilets jaunes. Et c'est marrant qu'on parle de ça parce qu'actuellement, il y a les primaires démocrates. Et pour moi, les gilets jaunes, ce sont les gens... Aux États-Unis, oui. Ouais, c'est ça. Les gilets jaunes, c'est une révolution qui est à peu près mondiale. C'est le tassement des classes moyennes occidentales qui ont voté notamment Donald Trump quand ils étaient de droite et ils votent actuellement Bernie Sanders quand ils sont de gauche. Ce sont des gens en fait qui veulent contester le modèle néolibéral mis en place par Thatcher et Reagan dans les années 80 et qui était mis en brèche par la crise financière de 2008. Et on arrive au bout d'un cycle auquel les classes moyennes ont accordé une dernière fois leur confiance à leurs dirigeants, Barack Obama aux États-Unis, Sarkozy, François Hollande, Merkel... pour l'Europe. Aujourd'hui, ils arrivent au bout de ce cycle auquel leur niveau de revenu a baissé. En fait, proportionnellement, il a baissé et qu'on n'a pas atteint le niveau de PIB en fait, de 2007-2008. Et c'est ce moment-là où ils se sont dit, donc on va mener une sorte de révolution, en tout cas une forme de révolte, et que par rapport aux revendications, comme il n'y a pas d'unicité, c'est très compliqué pour eux de dire la même chose. C'est tout à fait, parce qu'il y en a qui considèrent que c'est une crise sociale, il y en a qui considèrent que c'est une crise territoriale, une fracture entre les métropoles et les territoires ruraux et les territoires périurbains. Il y en a qui considèrent que c'est une crise identitaire, c'est-à-dire qu'on a du mal à définir qu'est-ce que c'est que notre identité, qu'est-ce que c'est qu'être français au XXIe siècle, avec la mondialisation, la construction européenne. Et il y a tout simplement un trait qui est commun à ces trois fractures, c'est l'impuissance de l'État. L'État a transféré une partie de ses compétences aux collectivités territoriales et à l'Union européenne. Il a beaucoup moins de moyens que dans les années 60, quand c'était le général de Gaulle qui était président de la République. Quand il y avait un problème, le général de Gaulle activait un levier, la politique monétaire ou la politique budgétaire, il y répondait. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a que la politique budgétaire, mais en même temps, il doit faire face à la soutenabilité des finances publiques. C'est-à-dire qu'il a moins de budget qu'avant. Quand on compare l'accord de Grenelle et les 10 milliards qu'il a donnés, ça n'a rien à voir. Didier Guillaume, en tous les cas, le ministre de l'Agriculture qui accompagne le président Macron dans les allées de ce salon est jusqu'à présent très satisfait parce que pour lui, c'est l'occasion, ce salon de l'agriculture, de pouvoir justement dialoguer avec les Français. Écoutez ce qu'il en dit. Un 49-3, c'est fait pour mettre au pas sa majorité. Et donc ça muselle la majorité. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. La majorité est forte, elle est fiable. Il y a une immense majorité à l'Assemblée nationale qui veut faire cette réforme. Sauf qu'il y a une partie de l'opposition, quelques dizaines, qui veulent tout bloquer, qui ne s'intéressent pas aux retraites des agriculteurs, c'est pas leur sujet, qui ne s'intéressent pas à l'âge limite de départ à la retraite, c'est pas leur sujet. C'est bloquer la machine, c'est faire péter le système, c'est montrer que ce gouvernement et le président de la République ne sont pas capables de faire voter une réforme. On va leur faire la démonstration que nous en sommes capables. Bon, alors, c'est pas le bon son du ministre, je vous ferai écouter maintenant. Donc, sur ce dialogue avec les Français, écoutez. Ce à quoi je tiens, c'est ce sur quoi on s'est engagé tous ensemble. C'est-à-dire la baisse des pesticides, la sortie du glyphosate avec la formule sur laquelle je me suis engagé dès le début, pas d'interdiction sans solution. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on reste sur cette sortie progressive. L'ANSES d'ailleurs a continué à réduire les produits qui sont autorisés et on accompagne. Non mais ça c'est le chemin qu'on mène. Bon, alors, c'était pas encore le bon son, mais c'est pas grave. Là, il était question du glyphosate et en effet, bien sûr, des pesticides. C'est le grand sujet. Et là, ce qu'on entend d'Emmanuel Macron, c'est la promesse qu'on n'arrêtera pas le glyphosate sans solution de rechange. C'est vraiment l'une des inquiétudes aussi des agriculteurs. Oui, on les comprend, hein, quitte
quitte à embarrasser les Verts. On les comprend. Pour le moment, le glyphosate est quand même utilisé partout en Europe. À partir du moment où on leur demande de ne pas le faire eux, ils ont effectivement l'impression qu'ils sont en infériorité vis-à-vis des autres. Donc c'est vrai que si on arrive à déterminer quelque chose qui soit équivalent du glyphosate sans avoir les mêmes inconvénients, ce serait un grand progrès, y compris pour l'Europe qui s'y rangerait. Mais moi, je voulais revenir un peu sur ce que vous aviez dit sur maintenant le budget. Il est à la région, mais moi, j'ai quand même la certitude que si on peut arranger quelque chose à cette espèce de révolte des Gilets jaunes dans les endroits où ils sont, c'est justement régionalement que ça peut se passer. C'est régionalement qu'on peut recréer des services publics en les mettant dans une même maison, qu'on peut recréer. Et je crois que il faudrait aller, à mon avis, vers plus de décentralisation que vers moins de décentralisation en ce qui concerne les propres revendications des agriculteurs d'ailleurs, mais aussi des Gilets jaunes. Le problème dessus, c'est qu'on n'a pas arbitré entre déconcentration et décentralisation. Pour résumer, on n'a pas résumé entre déplacer les services de l'État central dans les territoires et déléguer les compétences, parce que la décentralisation n'est pas terminée. C'est dans les territoires que se posent les problèmes. Mais actuellement l'essentiel du pouvoir est toujours à Paris. Et c'est les préfets qui détiennent l'essentiel du pouvoir. Et puis William Tell pense que la question, elle n'est pas... Vous partez un peu d'hypothèse, c'est vraiment intéressant en sociologie, que les acteurs ne sont pas forcément conscients des problèmes qui provoquent leur révolte. Ouais. C'est-à-dire que d'après William Tell, c'est intéressant, et du coup la réponse de Michel Cotta n'est pas tout à fait adéquate. Il considère que ce n'est pas la question qu'il déclare, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de territorialité, de disparition des services publics, que leur gêne, elle est internationale, et en fait elle est beaucoup plus large, et elle vient des crises du capitalisme qui se sont... Il y a une différence entre la perception et la solution qu'on peut leur apporter. J'ai l'impression que les solutions doivent être plus proches des problèmes qu'elles ne... Mais si leurs problèmes viennent de 2008... Oui, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait 1 an et demi que dure cette crise des Gilets jaunes et qu'aujourd'hui, on voit la même colère qui... Oui, enfin, elle disparaît. Elle est quand même moins importante. Oui, alors évidemment, il y a beaucoup moins de manifestations. Elle diminue en sifflet, quand même. Elle est moins importante en termes numériques les samedis. Oui. Par contre, si on regarde les sondages, les Français qui sont encore Gilets jaunes, ça garde encore la même intensité. Oui. Parce qu'en fait, le nombre de personnes qui ont été déclassées n'a pas changé, en fait, entre 2018 et maintenant. Ça n'a toujours pas changé. Et pour moi, la véritable question, c'est quel sera leur impact électoral en 2022. Actuellement, ils se tournent plutôt vers Marine Le Pen. Et quel sera le report de voix, notamment dans un vote sur le second tour, entre le président de la République et Marine Le Pen? Est-ce qu'ils viendront renforcer les effectifs de Marine Le Pen au second tour? C'est un enjeu. Par exemple, ce qu'on a vu aux États-Unis, notamment en 2016, c'est qu'ils se sont déplacés notamment massivement dans les swing states, dans le nord-est des États-Unis, pour passer de démocrates à Donald Trump, et ils ne sont pas déclarés dans les sondages. C'est pour ça que pendant à peu près 2-3 semaines, on pensait qu'Hillary Clinton allait gagner, et au dernier moment, c'est Donald Trump qui a gagné. On ne sait jamais ce qui va se passer, et on sait très bien que les Gilets jaunes ne vont pas répondre dans les sondages. Et est-ce que cette défiance, elle peut s'exprimer aussi pour les élections municipales qui approchent? Est-ce qu'il va y avoir un impact? Alors, on le sait, on a tous été quand même, les gens qui disent qu'ils savaient, ça m'étonne, enfin, ne sont pas forcément de bonne foi. On a tous été étonnés de voir à quel point il n'y avait eu aucune répercussion du vote Gilets jaunes dans les élections européennes. Alors que, quelque part, c'était là qu'on pouvait, puisque c'était des élections à la proportionnelle, qu'un seul tour. Donc, c'était facile de s'exprimer. Ils auraient pu trouver un moyen de dire que les sondages ne sont pas la seule expression de leur force, puisque c'était comme ça qu'ils disaient. Donc, on n'a pas vu, même Marine Le Pen, c'était étonnant de voir qu'elle n'a pas tellement bénéficié du vote gilet jaune. En revanche, le vote gilet jaune, ou plutôt la répression anti-gilet jaune, a plutôt favorisé apparemment Emmanuel Macron. Et on disait à ce moment-là qu'on allait voir ce qu'on allait voir au municipal, puisque les gilets jaunes étant effectivement assez locaux, ils sont locaux. On le sait bien, c'est pas un mouvement parisien, ou enfin contrairement à plein de mouvements sociaux, je pense à mai 68 évidemment, c'est un mouvement dont on voyait beaucoup les répercussions. On se souvient de la fortune à Toulouse, par exemple, il y avait des lieux dans lesquels... Donc,
ils disaient, et on va peut-être le voir au municipal, qu'ils allaient montrer leur force sur le plan local. Moi, je ne crois pas que le vote soit le mode d'expression des Gilets jaunes. Et on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont une autre manière de penser le monde, d'exprimer leur colère. Les historiens ont des références forcément qui sont les jacqueries, c'est-à-dire que quelque part, la colère déborde et puis on rentre chez soi et on retrouve ces liens traditionnels. Alors Bastien Auger nous attend au Salon de l'Agriculture. Bastien, on le dit sur ce plateau, il y a de nombreux sujets sur lesquels le président est interpellé depuis le début de cette matinée. Les gilets jaunes, les retraites, de nombreux sujets de contestation. Oui, exactement. Et à la fois des sujets qui concernent ce salon de l'agriculture et les agriculteurs, et à la fois, en effet, des sujets plus vastes qui concernent d'autres Français. Et notamment, on a entendu ce dialogue assez fort entre cette dame qui interpellait le président de la République sur la question des retraites, sur la question du 49.3, sur la question de ce qu'elle appelle les violences policières, des échanges qui viennent s'ajouter à ceux qui concernent plus directement l'agriculture, des agriculteurs qui ont l'occasion d'interpeller Emmanuel Macron sur les sujets de préoccupation du moment, que ce soit ce sentiment d'être victime de stigmatisation, d'agribashing, de la question de distorsion de concurrence qui les préoccupe beaucoup aussi. Donc des échanges qui continuent et qui vont continuer cet après-midi sur des thèmes importants. Là aussi, il y aura notamment un échange avec des pêcheurs. Vous savez que le Brexit, c'est un des sujets d'inquiétude des pêcheurs français qui craignent de plus pouvoir accéder autant qu'avant aux eaux de pêche britanniques. Ça fait partie des sujets sur lesquels Emmanuel Macron veut essayer de rassurer. Il y a aussi la question des pesticides, en partie du glyphosate, qui devrait être au menu d'une rencontre cet après-midi sur le thème plus général de la recherche. Il y a donc encore beaucoup de sujets à aborder, en plus de ceux qui ont été évoqués dans ces échanges entre Emmanuel Macron, les agriculteurs, les Français qu'il a rencontrés tout au long de cette matinée. Merci beaucoup Bastien et merci à Anne Gastien qui vous accompagne. L'an dernier, il avait passé 14 heures au Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron, on sent qu'il s'apprête peut-être à battre de nouveaux records. Ce qui est quand même très frappant, c'est cette volonté des Français d'aller l'interpeller, de lui parler directement. C'est vraiment l'occasion ou jamais. C'est parce qu'on est une monarchie républicaine, parce qu'en fait il faut aller voir le roi pour aller lui parler, c'est notre tradition depuis un millier d'années. Le pouvoir est assez concentré à Paris, et puis au-delà même de la concentration, c'est qu'il concentre à la fois le pouvoir exécutif et aussi la figure de chef. C'est-à-dire que quand on compare par exemple avec le modèle britannique, les Britanniques ont une reine et un Premier ministre. Et Emmanuel Macron incarne ces deux figures à la fois. Il incarne à la fois la continuité dans le temps, qui est la présidence de la République, et également le pouvoir exécutif capable de répondre aux préoccupations. Il est à la fois une star et celui capable de répondre à leurs préoccupations et leurs besoins. Et puis surtout, il est élu au suffrage universel. Oui. Ça, c'est pas. Alors là, je parlais d'une élection à un tour, c'est exactement. Enfin, je veux dire, tous les Français votent le même jour pour lui ou pas. Mais en tout cas, pour un président de la République. Donc ça, c'est une légitimité que peu d'hommes politiques ont dans le monde. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a ces longues campagnes électorales. Moi, je travaille sur les campagnes électorales tous les 5 ans, dans lesquelles tout se focalise sur une personne. Et chacun a l'impression, même quand il n'a pas voté pour lui, que le président de la République lui doit quelque chose. Donc on s'adresse symboliquement à celui qu'on a élu. Donc ça me semble quelque chose de très important, ces moments de campagne électorale, ce lien qui s'établit particulièrement avec le quinquennat, donc à des épisodes réguliers avec une personne. Et on le voit bien, c'était très intéressant que le président du Conseil, vous voyez, je parle comme avant, c'est-à-dire le Premier ministre, c'est-à-dire celui qui n'est pas élu mais qui a les pouvoirs. Normalement, selon la Constitution, le Premier ministre dirige, gouverne. Eh bien, celui-là, on oublie. Jamais, aucun Français n'a envie d'aller parler à Édouard Philippe. Il veut parler à Emmanuel Macron, à qui lui doit son pouvoir une fois tous les 5 ans. Oui, et c'est d'ailleurs tout à fait là aussi contradictoire, parce qu'à la fois, un président de la République, on dit soit c'est Jupiter, soit c'est un faux Bonaparte, comme on le disait de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'à la fois, on lui reproche son autorité, ou l'autorité qu'on lui donne, au fond, que les Français lui donnent, et à la fois, lorsqu'un président essaye d'être plus proche des gens, comme a été François Hollande, par exemple, comme a tenté de le faire François Hollande,
tout le monde le lui a reproché en disant c'est pas ça qu'on attend d'un président. Alors il faudrait se poser la question, qu'est-ce qu'on attend d'un président ? On attend qu'il soit à la fois accessible et qu'il ne le soit pas, qu'il soit autoritaire mais pas trop. C'est vrai que l'élection au suffrage universel du président a complètement bouleversé là, depuis très longtemps la donne politique. Moi, personnellement, j'entends des gens dire « Ah, il faudrait revenir là-dessus », mais je suis absolument sûr que jamais on ne reviendra sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Du coup, on peut se poser d'autres questions. Est-ce qu'il y a besoin d'un Premier ministre ? Est-ce qu'il y a besoin d'une réforme ? Comment aménager ça ? Comment aménager ça ? Et il faudra effectivement, surtout quand à la fois les députés et le président de la République sont élus pour 5 ans, il faudra bien à un moment donné trouver un nouveau système pour que le président de la République ne soit pas un monarque. Mais moi, je suis très frappée comment la manière dont les Gilets jaunes s'expriment, et à chaque fois, lorsqu'ils parlent du président et de son peuple. Je veux dire, cette idée que le peuple appartient, le pronom personnel, le peuple appartient à un président de la République, enfin, c'est son peuple, ça me semble une idée, mais absolument invraisemblable, justement. Vous sous-estimez les traditions françaises. De monarchie. Hein, on a quand même coupé la tête Mais on l'a jamais remplacé. On l'a jamais remplacé. En tous les cas, voir ce jeune homme à qui on attribue un peuple, puisque c'est son peuple, me semble vraiment une négation de la modernité. Mais je crois et de la qu'il reprenne démocratie. son expression. En fait, c'est une expression qu'il avait dit en 2017-2018 en parlant de son peuple à lui. Non. Si, je crois bien. Il a dit mon peuple. Ouais. Oh, alors, vous voyez, lui-même a intégré cette aberration. Mais effectivement, il y a un paradoxe entre, effectivement, quand il est trop vertical, trop autoritaire, ça va pas. Quand il est trop normal, comme l'était Hollande, ça va pas non plus. Et il y a aussi un autre paradoxe. On parlait tout à l'heure de l'emploi du 49.3, mais en fait, c'est vrai qu'on surinvestit une personne de tous les pouvoirs. On s'attend à ce que, en élisant un président tous les 5 ans, tout change. Comme s'il avait les clés de... Alors que, effectivement, comme vous l'aviez très bien dit, la politique monétaire est au niveau européen, la politique budgétaire aujourd'hui est très restreinte, etc. Donc on sait très bien en plus qu'il est pas impuissant, mais il a une puissance toute relative. Ça ne nous empêche pas de nous enthousiasmer pour un nouveau président tous les 5 ans. Et par contre, dès lors qu'on estime qu'il s'éloigne de l'intérêt général ou de nos préoccupations, quand je dis nos, je dis de celle de l'opinion publique en général, ce qui est le cas en l'occurrence sur les retraites par exemple, alors là d'un seul coup on redécouvre le pouvoir des contre-pouvoirs et des corps intermédiaires et donc on s'offusque qu'il utilise que le gouvernement utilise le 49.3 et on soutient les syndicats qui manifestent dans la rue. Mais c'est extrêmement intéressant parce que le reste du temps, en fait, tous les contre-pouvoirs et les corps intermédiaires sont considérés par l'opinion comme des empêcheurs de tourner en rond. En fait, c'est des trucs qui servent à rien. Le dialogue parlementaire, on s'en fout. À la limite, on pourrait supprimer le Parlement parce que ça coûte trop cher. Donc c'est très intéressant la manière dont on a spontanément des élans qui sont extrêmement monarchiques et très pour la verticalité, l'instantanéité. Il faut que tout aille très vite. Le dialogue, ça sert à rien. Tout ce qui va vite est forcément plus efficace. Et en même temps, on est bien content de redécouvrir les institutions quand elles servent à atténuer les excès perçus par l'opinion du pouvoir. Et surtout lorsque l'on touche à quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Oui, comme on est d'accord sur rien. Mais là-dessus, il y a un début de réponse. C'est-à-dire que quand on compare ces 2 parties de quinquennat à Emmanuel Macron, son début de quinquennat fonctionne plutôt bien. Ses réformes passent bien et on lui plutôt sa question de l'autorité, de remettre en place la fonction présidentielle. Le problème, il s'est heurté en fait à 2 problèmes. La question de l'écoute des citoyens, et ça même le roi de France écoutait ses citoyens. Et le deuxième problème, c'est le manque de résultats. C'est-à-dire qu'à la fois sur la scène européenne et sur la scène nationale, il a eu des échecs, il a eu plusieurs échecs successifs. Il y a eu aussi des réussites dont personne n'a jamais parlé. Le chômage, par exemple, qui était l'objet numéro 1 de la préoccupation des gens sous Hollande. Tout le monde s'en fiche maintenant. Ça s'est transformé en 2017. Les Français accordaient plus d'importance à la question du pouvoir d'achat qu'au chomage, parce qu'à la différence de François Hollande, il a mis l'accès sur ce levier-là. On accorde plus d'importance à ce qui ne marche pas. Voilà. Non, mais quand on compare l'histoire de France, Bonaparte ou De Gaulle, ça marche toujours. C'est à partir du moment où ça ne marche pas qu'on conteste la question de la méthode. C'est uniquement quand il y a une crise de la résultat.
Oui, et puis on le voit bien, la crise de résultats là, sur les retraites, cette incompréhension, et on voit bien qu'elle s'exprime dans le salon et qu'il est en permanence interpellé, enfin qu'il est beaucoup interpellé sur cette question au moment où l'Assemblée, en effet, se réunit à nouveau pour faire avancer, tenter de faire avancer cette réforme de retraite. C'est vraiment le texte, la réforme qui peut empoisonner sa deuxième partie de quinquennat. Disons que ça peut laisser des traces profondes dans l'opinion. Parce que finalement, derrière les retraites, il y a beaucoup plus. Il y a le sentiment de déclassement dont on a déjà parlé, et la peur du déclassement aussi, parce qu'il y a aussi tous ceux qui ne sont pas encore déclassés ou paupérisés, mais qui se sentent glissés sur le toboggan et qui se disent ça sera bientôt moi. Et quelque part, toucher à la retraite, c'était toucher à cette espèce d'Eldorado, de moment dans lequel tout le monde se projetait en se disant ça ne sera pas seulement des loisirs, mais ça sera une vie tranquille, loin de la pression du travail. Et donc, toucher à la retraite, c'est quelque part prendre en contre-coup toutes les attentes que les Français et les frustrations que les Français ont au travail. Donc, du coup, vous touchez tout le monde. C'est ça la grande difficulté. Ce qui est fascinant, c'est pourquoi Emmanuel Macron s'est lancé dans cette incroyable réforme. C'était dans son programme. C'était dans son programme. C'est pour marquer l'histoire. Pour marquer l'histoire, je ne sais pas. En tous les cas, soit c'était un courage fou, soit c'était vraiment sans responsabilité parce qu'il pense vraiment que c'était ce qu'il fallait faire, ou soit c'est vraiment un méchant, il veut diminuer les retraites des pauvres gens. Mais en tous les cas, on ne voit pas en quoi ça peut lui être bénéfique dans la mesure où personne des gens qui vont voter dans quelques années ne va être touchés par cette réforme. Donc tout cela sera dans longtemps. Si elle est bénéfique, on le saura. Il sera probablement plus là pour en avoir des avantages. Et si elle est négative, non plus. Donc c'est vraiment... Il n'y a que des coups à prendre, c'est ce que vous nous dites. En tous les cas, il y avait beaucoup de risques. Seulement, il y a un risque majeur, c'est que dans quelques années, on ne puisse plus payer les retraites et qu'on soit obligé de baisser les prestations. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Alors face à ça, certains à droite disent on aurait dû pas du tout faire ça, mettre l'âge de retraite à 65 ans, ce qui aurait quand même, c'était dans le programme de Fillon, et ça aurait quand même causé des problèmes. Et puis Emmanuel Macron qui se dit que la réforme à point, sur lequel d'ailleurs on ne sait pas tout en ce moment, serait plus équilibrée. Parce que le problème de la retraite se pose, même si les syndicats le nient, on sait qu'il peut y avoir un énorme trou, et le trou d'ailleurs évaluable de 7 à 17 milliards, ce qui me paraît quand même assez large comme évaluation. En tout cas, on sait qu'il y a un trou. Si on ne savait pas qu'il y avait de trou, peut-être que personne n'aurait eu intérêt à toucher à la retraite. En fait, il a trois raisons pour la réforme des retraites. La première, c'est parce qu'il veut marquer l'histoire en changeant le système. Il veut faire une réforme systémique, donc un passage à un système à points. Le deuxième, c'est qu'il voulait porter une réforme qui porte dans l'opinion publique, donc la suppression des régimes spéciaux. Et la troisième, c'est la donnée que vous indiquiez, c'est une donnée qui est récente et la sortie du rapport de Corse, c'est la question du financement. Et le problème, c'est qu'il doit mener ces trois réformes d'un coup, et les trois réformes prises séparément, elles sont quand même sacrément impopulaires. En fait, si on prend donc l'accumulation des trois réformes, crée à chaque fois des problèmes tant au niveau social qu'au niveau de l'opinion publique et même au cœur de sa propre base électorale. Parce qu'il touche à une partie, notamment les avocats et les professions libérales, avec son cœur électoral, et c'est pour ça que ça devient dangereux, et ça se transcrit dans les élections. Et même les profs et les professions intellectuelles. Tout à fait. Et ça se transcrit notamment dans les intentions de vote aux élections municipales, où notamment il devait gagner Paris, auquel il en difficulté. On s'aperçoit que tout le monde est derrière des régimes spéciaux, finalement, maintenant. Ouais. Il y a une multiplication des régimes spéciaux, alors qu'au début, on croyait que c'était la RATP et la SNCF, mais c'est pas tout. Les fonctionnaires savaient qu'ils étaient quand même un peu traités différemment au niveau de la retraite. On entendait tout à l'heure le ministre de l'Agriculture justement sur le 49.3. On a l'impression qu'on prépare quand même les esprits à un passage en force. Oui, enfin, le passage en force, c'est quand même aussi 44 000 ou 70 000 amendements de l'opposition. C'est une obstruction de la machine de la machine parlementaire. Alors qu'est-ce qu'on fait en cas Donc il n'y a pas d'autre choix d'après vous? Je ne sais pas, on peut réserver des articles peut-être, je ne sais pas si parlementairement, en tout cas, on peut prolonger les discussions, mais, non, mais toutes les autres je vous ferai remarquer que l'opposition s'est prononcée contre un élargissement de la discussion. Alors à partir du moment où l'opposition à la fois ne veut pas davantage de temps
et dépose 70 000 amendements, je ne comprends pas comment on peut s'en sortir, quoi. Voilà. Et je trouve ça très dommageable, et pour la retraite, et pour le gouvernement, et pour l'exécutif. Une fois de plus, ça se retournera contre l'exécutif. Mais franchement, l'exécutif, il n'y est pas pour rien. Il n'y est pour rien. Il n'y a pas vraiment le choix. Et en plus, il faut penser à l'intérêt de cette réforme. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même que les amendements existent, qu'on l'arrange, cette réforme qui a quand même pas mal de trous, pas mal de faiblesses et pas mal d'interrogations. Il n'y a pas de contre-proposition, il y a des virgules à changer. Or, ce système bloque dans un sens et dans un autre. Elle risque de se retourner contre l'exécutif, comme le dit le 49.3, en l'occurrence, son utilisation, même dans le cadre de réformes qui étaient à l'époque populaires, par exemple la réforme Macron, enfin la loi Macron de 2015, même dans ce cas-là, les gens étaient contre. Voilà. Et ça a été aussi le cas de la loi travail au printemps 2016. Vous aviez 7 Français sur 10 qui étaient contre sur l'utilisation du 49.3. Et là, il y a eu un sondage il y a 2 jours qui montrait que les 3/4 des Français étaient hostiles à l'utilisation du 49.3. Donc après, l'avantage pour Emmanuel Macron d'utiliser le 49.3 aujourd'hui, c'est que sa base électorale, en tout cas les sympathisants de La République En Marche, eux sont pour que la réforme avance, et ils sont pour l'utilisation, y compris du 49.3. Ce qui lui permettra de dire en 2022 qu'il a une forme voilà, il aura un symbole de son réformisme et de sa volonté réformatrice à brandir, pour parler en tout cas à cet électorat-là. Mais à quel prix? Parce que le problème, c'est que cet acte qui est quand même vécu comme une brutalité démocratique, cet acte-là va creuser la fracture avec l'ensemble des oppositions dont on sait qu'elles sont quand même très larges à la réforme des retraites. Mais à l'intérieur même de la majorité parlementaire, d'ailleurs, il y a un problème. Merci beaucoup à vous tous pour avoir participé à ce débat. On repart bien sûr tout de suite en direct au Salon de l'Agriculture. Merci et à tout de suite.